Al tira Israel, al tira ki gorare aloata imale ishag milo ira Al tira Israel, al tira ki gorare aloata imale ishag milo ira On démarre. Alors bonsoir à toutes et à tous, Baruch Hashem, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. On peut quand même applaudir les organisateurs quand même, hein, c'est un grand plaisir pour nous d'être ici présents, pour que Bezrat Hashem, les Kadesh Shem Shamaim, sanctifient le nom d'Hashem. Vous savez que la lumière de la Hanouka, c'est pas juste quelque chose qui doit juste faire tableau à la maison, faire joli à la maison, mais c'est quelque chose qui tout simplement doit nous accompagner durant toute l'année et tout particulièrement dans les hivers de la vie. Alors vous savez, Baruch Hashem, on m'a tenu au courant que Baruch Hashem, ça a une soirée avec la jeunesse et ça fait grandement plaisir. Est-ce qu'on attend encore des jeunes? On y va? Bezrat Hashem, que les paroles de Torah soient le Nishmat, Rachel Bat Ordouania. Bezrat Hashem, Nishmat, Bezrat Hashem. Alors voilà, on a pu partager des idées avec Binyamin ici présent pour parler avec vous et de mettre le paquet Bezrat Hashem pour parler d'un sujet qui est grandement d'actualité et je vous assure combien il est fondamental dans notre vie, combien je vous assure, écoutez bien, si on comprend bien le sujet, on l'analyse bien comme il le faut ensemble ce soir, vous ne sortirez pas de cette salle comme vous y êtes entré. C'est certain, c'est une aftacha que je vous fais, vous ne sortirez pas de cette salle comme vous y êtes entré, parce que je vous assure, quand on va analyser le sujet, ça nous ouvre des horizons absolument incroyables. Alors bien évidemment, j'éteins mon téléphone, ça commence par ça. Alors vous savez, je me suis posé une question pendant des années. Une question simple, mais une question qui m'a beaucoup perturbé. C'est comment se fait-il que dans la génération dans laquelle nous sommes, qui est la génération de, des progrès technologiques, c'est la folie, vous regardez un petit peu ce qui se passe, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que maintenant, tout est possible. Il n'y a aucun kiff qu'on ne peut pas s'offrir. Tout est possible. C'est open bar. C'est qu'avant, maintenant, tu voulais partir en vacances, tu voulais partir à Ibiza, c'était une galère. Maintenant, tu as des vols à 30 €. Paris-Ibiza, 30 €. C'est des trucs de fou. C'est-à-dire que Ishtabar, chez Mola, de la qualité de vie que nous, maintenant, nous sommes. Pardon? Plus de Tel Aviv. Plus de Tel Aviv. Bon, ça, c'est. Voilà. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mais en tout cas, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tout est abordable. C'est pas que maintenant, on peut se dire, bon, avant, c'était compliqué. Il y avait certaines personnes qui pouvaient se permettre certaines choses, alors que nous, non. Maintenant, tout est abordable. Maintenant, tout est permis, tout est possible. Pas tout est permis, mais en tout cas, tout le monde se le permet. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous regardez, et c'est ça la question que j'avais pendant tellement d'années, c'est que vous regardez les plus grandes sociétés du monde à l'heure actuelle travaillent sans cesse, du matin au soir, pour tout simplement vous améliorer la vie. D'accord? Vous regardez des sociétés comme Tesla, Google, Apple, etc. Ces sociétés-là donnent le maximum d'eux-mêmes pour vous créer une qualité de vie meilleure, pour vous créer une rapidité extraordinaire dans les services, pour vous créer que, voilà, maintenant, tout soit possible. Moi, je donne toujours cet exemple qui est très simple, mais qui est extraordinaire. Vous analysez les Bnei Israël dans le désert pendant 40 ans. 40 ans dans le désert. Ils avaient 3 miracles qui les accompagnaient tout le temps. C'était quoi ces 3 miracles? La manne, l'eau, le ber Myriam et
et les Anané Kavod, d'accord, les nuées de gloire qui les accompagnaient. Maintenant, c'était quoi? La manne, c'était un pain divin qui sortait du ciel. Tu faisais la bracha que tu souhaitais. Tu faisais la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam amotzi lechem min hashamayim. C'est la bracha que tu récitais sur la manne. Ça avait le goût. Tu voulais goût pizza, shawarma, sushi. Ça avait le goût de ce que tu souhaitais, la manne. Incroyable. Et les Bnei Israël ont mangé ça pendant 40 ans dans le désert. Les Anané Kavod, les nuées de gloire qui protégeaient les Bnei Israël dans le désert. Incroyable. C'est température ambiante, ni trop chaud, ni trop froid, 22 degrés, t'étais au top, ça nettoyait tes habits, t'étais bien. Maintenant, pareil, le Ber Miriam, un puits qui t'accompagnait là où t'allais, ça avait le goût de ce que tu souhaitais. Tu voulais goût Coca Zéro, Fusti, Schweppes, citron, truc. Ce que tu voulais, Jack Daniel, ce que tu voulais, ça avait le goût. Ça avait le goût. Je dis, waouh, quand même, c'est beau, c'est incroyable, non? Miracle dans le désert pendant 40 ans. Et ben moi, je vous pose la question, est-ce que nous, maintenant, on est loin de ça dans notre vie au quotidien? Est-ce que maintenant, nous, on est loin de cette qualité de vie? C'est absolument incroyable, parce qu'on est en train de vivre, nous, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que maintenant, tu es en train de commander. Tu dis, toi, tu veux commander quoi? Plutôt sushi pour toi? Ouais, plutôt sushi. Plutôt shawarma pour toi? Plutôt shawarma. Tu t'appelles, c'est livré jusqu'à ta porte. T'as même pas allumé ta cuisine. Ah, pas les nerfs, la cuisine, pas les nerfs ce soir. T'as commandé, ça s'est livré à ta porte, mais qui a eu son manger préchauffé jusqu'à la porte? Qui, depuis l'histoire de la création du monde, a eu une qualité de vie comme la nôtre? Personne. Et le goût de ce que tu souhaites. Alors, oui, on partagera après les idées de chacun, d'accord? Comme ça, on peut rattacher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est incroyable, c'est que la qualité de vie qu'on a, c'est que maintenant tu rentres dans une pièce, Baruch Hashem, on est en hiver à Jéru, tu rentres dans une pièce, tu appuies sur un bouton, tu as le masgan. Maintenant, même appuyer sur un bouton, c'est devenu compliqué maintenant. C'est crevant d'appuyer sur un bouton, et quand même, pour mettre le masgan, c'est quand même crevant. Donc tu dis maintenant, dis Siri, il fait chaud. Et là maintenant, tac, t'as la clim qui démarre. Mais c'est-à-dire que, mais je t'abarre chez moi là, qui a eu ça? C'est-à-dire que moi je vois les jeunes, ils s'achètent des pompes à 500 €. D'accord, 500 balles la paire de pompes. Mais pour faire 1 km, ils prennent une trottinette. Pour faire 3 km, ils prennent un Uber ou un taxi. Tu les uses quand tes pompes? C'est la qualité de vie qu'on a. On s'en rend même pas compte. C'est les plus grands rois auraient rêvé auraient payé tout l'or du monde pour avoir la qualité de vie qu'on a maintenant. C'est-à-dire que les plus grands rois, Louis XIV et tout ce que tu veux, ils n'avaient pas la qualité de vie qu'un Français moyen, un Israélien moyen a. Parce que Versailles, les murs, très sympa, d'accord, la déco, chacun ses goûts, mais en tout cas, Versailles, t'avais pas de toilette à Versailles, t'avais pas de frigo à Versailles, t'avais pas l'eau courante à Versailles. Et nous maintenant, c'est ce qu'on a au quotidien, ça. C'est notre vie au quotidien. Et on s'en rend même pas compte de ça. Mais moi, la question, et c'est là où je voulais en venir, c'est comment est-ce possible que dans une société où maintenant, le monde court après le bonheur, c'est-à-dire que les plus grandes sociétés du monde te disent, regarde, achète-toi ce téléphone, tout ira mieux. Achète-toi cette voiture, parce que tant que tu l'as pas acheté, tu sais pas ce que c'est qu'une voiture. Et là, maintenant, tu vas dans ce système-là, et on arrive exactement l'inverse du bonheur, exactement l'inverse du bien-être. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une génération avec autant de dépression que dans notre génération. On n'a jamais eu une consommation d'antidépresseurs comme dans notre génération. On n'a jamais eu une consommation de drogue comme dans notre génération. On n'a jamais eu un taux de suicide comme dans notre génération. Alors moi j'ai une question, j'ai pas compris. C'est-à-dire que les plus grandes sociétés du monde te donnent une qualité de vie qui n'a jamais existé depuis la création du monde. Et là, on s'est raté, mais de 180 degrés. C'est pas que, tu vois, on te dit, regarde, le bonheur il est là-bas, et on s'est raté de 5 degrés. Bon, à la limite, là j'aurais dit, bon, on s'est raté de 5 degrés. Mais là, c'est du 180. C'est-à-dire qu'on te dit, regarde, ça c'est le bonheur, c'est le kiff, jamais à kiffer des réveils, tu peux tout faire, tu peux tout truc. Et on arrive à dépression, angoisse, stress, suicide, drogue. Je dis, attends, il y a un problème. C'est comme si tu quittes Tel Aviv, tu dis, allez, je vais à Eilat, et t'arrives à Tibériade. Mais tu dis, comment c'est possible? Je vise Eilat, t'arrives à Tibériade. Et ça, cette question-là, c'est une question que j'ai eue pendant des années. Et c'est une question qu'on doit tous se poser, tout particulièrement dans notre génération. Et très cher Benjamin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ton expertise, ça va? Oui. On va se dire vous, hein, comme à la télé. Alors, bon, comme sur TPMP. Alors bonsoir, alors j'ai pas eu le temps de me présenter, donc je vais quand même me présenter en une ligne, parce que c'est toujours... On apprend dans les cours d'art oratoire à se présenter, il faut bien que vous sachiez qui je suis, parce que pour l'instant, je suis à un point d'interrogation. Il y en a quelques-uns qui me connaissent ici. C'est quoi ton prénom déjà? Laura. Laura.
Je voulais pas me planter, mais je pensais que tu t'appelais Aurélien. Il n'y a pas de souci. Alors, je m'appelle Benjamin. Je m'appelle Benjamin et je trouve que Rav Gobert dégage une énergie particulière. Ça veut dire que quand il parle, vous sentez que la salle est là. Je m'appelle Benjamin, je suis coach, c'est ce qui était sur la fiche. Je suis entre autres coach. Mon métier principal, c'est de travailler avec Knesset. Donc, je travaille avec Knesset et tous les VIP que vous connaissez, eh bien, c'est moi qui vais les recevoir et qui vais leur raconter la Knesset, l'histoire d'Israël et toutes ces choses-là. Donc, je m'appelle Binyamin, mais vous pouvez m'appeler Bibi. Il y a quand même un temps de réaction. Bon, mais c'est normal, il faut se chauffer. Alors, Rav Gobert, lorsqu'on a travaillé ce thème, il m'a parlé de ce thème que j'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait, il est pratique. Et ce soir, on n'a pas envie de faire de la plane, même si on va dire des choses qui sont intéressantes, mais il faut démarrer de problèmes pratiques. Cette question, en réalité, c'est une question qui est liée à Hanouka. Est-ce que vous savez qu'elle est liée à Hanouka? Pourquoi est-ce qu'elle est liée à Hanouka? Parce que c'est les Grecs qui ont posé cette question. C'est-à-dire, les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Les Grecs, ils ont inventé la philo. Je ne vais pas vous faire un cours de philo, je vous rassure. Je sens que Laura, elle m'a dit, oui, ne fais pas un cours de philo. Je ne vais pas vous faire un cours de philo. Mais les Grecs, c'est eux qui ont inventé cette question, c'est qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Le mot mortel, c'est le mot un peu compliqué que je vais utiliser ce soir. Tous les autres mots seront simples. Donc détente. Ils posent cette question, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Pourquoi? Parce que les Grecs, ils ont un problème, c'est que le monde, il est hostile. C'est que le monde, il est très hostile, et c'est la raison pour laquelle ils vous ont raconté des histoires avec des héros. Toutes les histoires qu'on connaît, à part ce que les Juifs ont inventé, est-ce que vous savez que c'était les Juifs qui avaient inventé Spider-Man, Batman, tous ces super-héros qu'on connaît, c'est les Juifs qui les ont inventés, qui les ont façonnés. Et d'ailleurs, toute la culture qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est le micro? Merci, Maître Capello. L'idée des Grecs en écrivant leur mythe, c'était de se dire que le monde, il était hostile. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde, il est hostile? Ça veut dire que moi, j'ai des volontés, moi, j'ai des retsonotes, moi, j'ai envie de faire des choses, et puis finalement, le monde ne se comporte pas tel que moi, je l'entends. Ça s'appelle la différence entre ce que je veux et ce que j'obtiens. Dans notre vie, on a tous ces problèmes-là. On va essayer. Est-ce que vous avez des exemples? Parce qu'on peut donner des exemples. Par exemple, je vais en date, je me retrouve face à quelqu'un et puis je me fais baser. Et puis je repars en date et je me refais baser. Je passe mon permis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que le monde, il ne va pas dans notre sens. Et c'est la raison pour laquelle les Grecs, ils ont commencé à se poser cette question. Alors, on ne va pas remonter si loin. En réalité, je vous ai parlé des Grecs seulement parce que c'est Hanouka. Mais si jamais on pousse un petit peu, il y a un psychologue, il y a 30 ans, qui s'appelle Mihaly, qui est très intéressant, qui a fait une recherche, parce qu'il a dit, ok, ça fait des siècles, comme ce que Rav Gobert a dit, ça fait des siècles que cette préoccupation, on l'a. On a envie d'être heureux, on a envie d'être bien dans nos baskets, on a envie de réussir, je sais pas, on a envie de se marier, on a envie de faire des études, on a envie d'avoir une situation confortable, on a envie de faire plein de choses. Et en réalité, tout ce qu'on fait, absolument tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on a envie d'être heureux. Ça veut dire que si vous êtes là ce soir, si par exemple, Israël, tu t'es assis comme ça, c'est parce qu'en fait, derrière, tu cherches à être à l'aise. Et pourquoi tu cherches à être à l'aise? Parce que tu cherches à être heureux. Ou bien tu cherches à être repéré, je ne sais pas. En plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons, donc il va y avoir une bataille ce soir. Israël, prépare-toi. C'est marrant, dans toutes mes conférences, c'est Israël que je prends. Mais c'est Israël au premier rang, un peu comme le meilleur de la classe. Israël, c'est le meilleur de la classe. Vous êtes d'accord avec moi? 2 heures de colle. En tous les cas, on a cette question, la question qu'a posée Rav Gobert. Je ne vais pas vous spoiler la réponse, mais je vais vous dire les travaux que Michael a fait. Que Mihaly, pardon. C'est qui Michael ici? Est-ce qu'on a un Michael dans la salle? Razak. Tu vois, j'ai dit ton nom, c'est pas pour. Mihaly va faire un travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire très bien, on va faire des recherches. Il a recherché pendant 30 ans. Il est parti chercher, il a dit qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux? Parce qu'en général, les gens sont frustrés. Il n'y a pas une journée qui se passe sans un décalage entre ce que moi je voulais et ce que la réalité, elle m'a offert. Et en plus, si jamais on pousse un peu la question, vous remarquerez que quand on a les choses, on s'en lasse très vite. Rav Gobert, il parlait de la paire de baskets. La paire de baskets, je m'en lasse, même si jamais elle est neuve et que je l'utilise pas, je m'en lasse. Il y a un moment où elle va partir au placard ou bien je vais la revendre sur Marketplace. Mon téléphone, il est bien une semaine et puis ensuite je m'en lasse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis tout le temps insatisfait et que je vais tout le temps vivre insatisfait. Je vais vous donner un dernier point. On est souvent pris en tenaille. Le deuxième mot qui date des années 90, après le mot mortel. Qui a rigolé? On est souvent pris en tenaille, Laura. S'il te plaît. Israël, je t'occupe. On est pris en tenaille entre notre passé et notre futur. Ça veut dire quoi qu'on est pris en tenaille entre notre passé et notre futur? Souvent, on s'angoisse pour les lendemains. Par exemple, on a un examen, on s'angoisse avant l'examen. Parce que l'examen, il est dans le futur. On s'angoisse avec la personne avec qui on va se marier. Quand on se marie, on s'angoisse pour nos enfants. On s'angoisse pour notre travail. On s'angoisse pour le futur. Le futur, il a quelque chose d'anxiogène. Pourquoi? Parce qu'il est inconnu. Je vais rencontrer quelqu'un de nouveau. Alexandre, il m'a dit ce soir, il faut qu'il y ait des rencontres.
Moi je lui ai dit, il faut qu'il y ait des mariages. Il n'aime pas être affiché comme ça, Alexandre. Et maintenant que je t'ai attrapé, je sais que ça marche, je te lâche plus. Israël, t'as vu, je t'ai lâché. Moi. En tous les cas, ce qu'on a, c'est quoi? En tous les cas, on a une angoisse du futur parce que le futur, c'est quelque chose d'incertain. Mais aussi, on a l'angoisse du passé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû faire ça. J'aurais dû répondre comme ça. Ça vous est déjà arrivé une situation dans laquelle vous avez eu un échange avec quelqu'un qui n'a pas très bien fonctionné. Tu te dis, non mais, j'aurais dû dire comme ça, j'aurais dû lui parler comme ça. Donc en réalité, on ne vit jamais réellement le présent. Et on a tout le temps l'impression que c'est des forces extérieures qui viennent et qui dirigent notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la question de Rav Gobert et je l'ai poussée. Et cette préoccupation, c'est pas seulement une préoccupation d'Ashkafa, et Rav Gobert va nous éclairer sur cette préoccupation-là, mais c'est une préoccupation qui est la préoccupation de tous. Je termine par ce point. Michali a fait quelque chose d'incroyable. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il est parti dans le monde entier et il a donné à tout le monde un petit appareil. Ce petit appareil, il émet des bips à des heures différentes. Il émet un bip à 8h du matin, il émet un bip à midi, il émet un bip à 6h du soir, de façon complètement hasardeuse et aléatoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas se préparer. Et à ce moment-là, ce que les gens ont dû faire, peu importe qui ils étaient, des riches, des pauvres, des grands, des petits, des musiciens, des informaticiens, des gens qui faisaient du call center, des étudiants, il a pris tout le monde et pendant 25 ans, il a fait sonner ce petit beeper. Et les gens, ils devaient noter comment est-ce qu'ils se sentaient. À 18h, comment est-ce que je me sens et dans quelle situation est-ce que je me trouve. Il est 6h du matin, je suis dans ma piscine, mais je m'angoisse parce que je dois sortir et faire quelque chose qui m'angoisse, par exemple. Donc il a noté et ensuite il a dégagé une règle. Quels sont les critères quand je me sens bien? Qu'est-ce qui fait que je suis bien dans mes baskets? Et je suis sûr que la Torah a des choses extraordinaires à nous dire, bien évidemment, puisque c'est la raison pour laquelle on est là ce soir. Et donc je repasse le micro à Rav Gobert. On vous écoute, Rav Gobert. Et pour aller justement, très cher Benjamin, dans la continuité de ce que tu es en train d'expliquer, c'est que il faut comprendre que c'est la réalité dans laquelle on vit. C'est que la notion que j'aimerais tout simplement, à laquelle j'aimerais vous faire arriver, c'est de comprendre que ça touche n'importe quel domaine de notre vie. C'est pas juste une notion qui est, les plus grandes sociétés du monde nous promettent un bonheur alors que maintenant on ne sait pas du tout le résultat souhaité, mais c'est vrai, ça touche vraiment tous les domaines de la vie. Je donne un exemple très simple comme le Shalom Bayit. D'accord, le Shalom Bayit, paradoxalement, vous savez, on est dans une génération où, a priori, on a les moyens les plus extraordinaires qui nous sont offerts pour pouvoir avoir un Shalom Bayit extraordinaire. Et une nouvelle fois, on se rend compte que quoi? Que nos grands-parents, eux, ne divorçaient pas, nos arrière-grands-parents, eux, ne divorçaient pas, mais qu'on est dans la génération où maintenant, le divorce est un véritable carnage. C'est-à-dire qu'il faut savoir à l'heure actuelle qu'il y a plus de deux tiers des couples qui divorcent. Et si jamais maintenant nous on se prend pas en main et on n'essaie pas de gérer la situation, il faut savoir que ça voudrait dire, Chasvé Shalom, ça voudrait dire que les 2 tiers de cette salle divorceraient. Ça voudrait dire ça. Vadaï que non, Chasvé Shalom chez l'Oneda. Mais que ce soit bien clair, il n'y a aucune utilité de dire Chasvé Shalom si on n'a pas pris en main notre destin et faire en sorte que ça n'arrive pas. Et ça, c'est notre devoir. On est obligé de réfléchir. Parce qu'encore une fois, on est dans une génération où maintenant on te dit regarde, tu peux te marier, Baruch Hashem, tu peux rencontrer une tonne de personnes, Baruch Hashem, c'est incroyable, regarde, tu peux construire, tu peux choisir le couple idéal, ton conjoint, comme tu voudrais, etc. Et on se retrouve avec un véritable carnage. Alors je comprends pas, on manque de moyens une nouvelle fois. On manque de moyens, c'est-à-dire que tu manques de possibilités d'avoir des restos, de te faire un week-end en amoureux, tu manques de possibilités. Non, tu manques pas de possibilités. Allez-y, vous pouvez rentrer. Tu manques pas de possibilités. Mais malgré tout, on voit que quoi? Que c'est, paradoxalement, on arrive à un résultat pareil. Et encore une fois, je la pousse encore plus loin. Vous regardez au niveau sécuritaire maintenant. Au niveau de la sécurité, on te vend quoi? Vous savez qu'à l'heure actuelle, jamais il y a eu autant de caméras sur la planète Terre que dans notre génération. Que là, actuellement, jamais. Maintenant, t'as des caméras à l'entrée de ta maison, c'est en direct dans ton téléphone. Alors moi, je vous pose la question. Dans la logique, normalement, on te vend de la sécurité. On te vend de la Baruch Hashem, des caméras, des programmes, des logiciels, des trucs. Pour que, même si ton téléphone il perd, t'inquiète pas, t'es assuré. Même si la maison elle brûle, t'inquiète pas, t'es assuré. Donc a priori, la sécurité est partout. Ça a donné quoi? Une génération de gens rassurés?
de gens posés. Encore une fois, on arrivait à 180 degrés à l'inverse. On arrivait à une génération de gens angoissés, stressés, pas bien, qui sont sans arrêt en train de se dire comment on va faire? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ouais, c'est quoi ce bruit? Regarde dans la caméra, comme ça tu... Non, mais tu sais, on sait jamais. Je comprends pas, tout est sécurisé, tes trucs, et maintenant t'es angoissé de col d'avare. Alors comment on arrive à... Comment comprendre cette notion-là? Écoutez bien, la notion elle est très simple. La réponse elle est extraordinaire. Et on va voir que, Bezrat Hashem avec Binyamin, on va avancer là-dessus. C'est de comprendre une règle, c'est du marketing, hein. C'est qu'à partir du moment où on vous a vendu un produit, retenez bien ça, à partir du moment où on vous a vendu un produit, et qu'en fait, lorsque tu le reçois, ce n'est pas du tout ce que tu avais prévu, ça veut dire que tu t'es fait arnaquer. D'accord? C'est pas compliqué. Si tu as commandé un produit et que quand tu le reçois, c'est pas du tout ce qui était prévu, ça veut dire que tu t'es fait arnaquer. Retenez bien, tout ce qui a de la valeur dans ce monde a une imitation. C'est comme ça. Tu prends une Rolex, il y a l'imitation Rolex. Moi, je connais des gens dans le 16e arrondissement, ils ont des Rolex dans le coffre, mais comme ils ont peur de se la faire arracher, donc ils ont la Rolex à 10 € de Chine sur eux. Ils me disent, Rav Gobert, t'as vu? C'est l'imitation Rolex. Parce que tu peux avoir une Rolex, la vraie, et l'imitation. Tu peux avoir un billet de banque, le vrai et l'imitation. Tu peux avoir un diamant et t'as l'imitation zircon. Tu peux avoir un sac Vuitton, tu vas à Casablanca à 20 dirhams, et ben ils te vendent l'imitation sac Louis Vuitton. Tout ce qui a de la valeur dans ce monde a une imitation. Et ben sachez que toutes les valeurs de la vie ont une imitation aussi. On est tombé dans une génération, et c'est là le piège dans lequel il ne faut pas tomber, on est tombé dans une génération où justement on est rentré dans un paradoxe où on donne des valeurs à des choses qui n'en sont pas. Et par exemple, je donne des exemples très simples, d'accord? On te vend ce qu'on appelle la liberté. Maintenant tu es libre, tu peux faire ce que tu veux, open bar, tu es libre, tu peux dire ce que tu veux. On nous a vendu l'importance de la liberté d'expression. Mais on a fait grandir quoi comme génération avec la liberté d'expression? Regardez maintenant les réseaux sociaux. Regardez les réseaux sociaux, regardez les débats à l'heure actuelle. Mais c'est du mépris, c'est de la haine. On a fait grandir une génération de haineux, pas de gens qui se respectent. On a fait grandir une génération de gens qui se détestent. Et les gens, sous prétexte qu'on a la liberté d'expression, ont le droit de dire n'importe quelle bêtise. Je vous pose la question, ça s'appelle la liberté, ça? Mais on te vend ça, oui. Et attention, dans le monde occidental, c'est Kodesh Kodashim. Mais tu ouvres la Torah te dit que t'as le droit de parler comme ça, t'as le droit de dire ce que tu penses. Mais la Gemara, le Chafetz Chaim dit, des fois, dire ce que tu penses, c'est plus grave que de manger du cochon. Le Chafetz Chaim te dit, avec une parole, tu peux transgresser 14 interdits d'Oraïta. C'est pas ton petit morceau de cochon là, t'as mangé un sanglier, baba. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu te rends même pas compte qu'avec... Et on te vend ça sous la liberté. On te vend l'hyper-communication. Regarde, maintenant, tu peux communiquer avec le monde entier. Blainara, maintenant, regarde, t'as la 5G. La dernière fois, j'arrive en France, je reçois un message dans mon téléphone. Free vous annonce que vous avez la 5G sur plus de 95% du territoire. Maintenant, je dis, c'est génial. Si un jour, t'es en galère dans un volcan en Auvergne, eh ben, t'as la 5G. Tu vois, c'est... incroyable, t'as la communication maintenant phénoménale, là où tu vas tu peux parler, tu es connecté, incroyable. Vous vous rendez compte? Moi je me rappelle quand je suis arrivé en Israël, je suis pas vieux d'accord, j'ai 35 ans, quand je suis arrivé en Israël à l'âge de 16 ans, 15-16 ans, il y avait les cartes, Zichronam Livracha, vous vous rappelez les cartes, c'est-à-dire tu mettais la carte dans la cabine, tu voyais c'était compte à rebours, ça faisait 30, 29, 28, 27... C'est-à-dire t'arracher la carte. C'est-à-dire à la fin tu dis maman ça va, ouais ça va, papa ça va aussi, ouais bah super, alors je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort, tac tac. T'arracher la carte de peur que tu te fasses manger toutes tes unités, c'est-à-dire que c'était un truc de fou. Maintenant Blainara, t'as la 5G, FaceTime, tu parles avec qui tu veux, en Australie, ou avec qui tu veux, et tu sais même plus quoi leur dire. Ça va toi? Bah ça va. Et toi? Bah ça va. Bah depuis hier, bah ça va, hein. On est à la dernière bougie ce soir. Hier on était à l'avant-dernière. Ouais, super. Bah là, écoute, je te laisse parce que je vais me coucher. Ah toi aussi? Bah on dort ensemble, hein.
C'est là où on en est arrivé. C'est-à-dire que maintenant, tu as vendu la communication, tu parles avec tout le monde, tu es connecté avec tout le monde, avec tous tes amis. Alors que paradoxalement, regarde la personne qui est dans la pièce d'à côté, qui sont tes parents, qui est ton frère, qui est ta sœur, tu ne leur parles même plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu parles avec le monde entier. On t'a vendu de la communication à la 5G avec le monde entier, alors qu'avec les gens avec qui tu es censé communiquer, tu leur parles même plus. On se retrouve avec des couples qui sont assis ensemble au restaurant et qui ne se parlent même plus. Parce qu'ils n'ont pas quoi se dire. Et donc ils sont au resto et ils sont comme ça. Mais c'est-à-dire que, comment ça se passait un couple, le soir, qui va se coucher, depuis la création du monde? Eh ben, ils vont se coucher, ils vont dans leur lit, ils éteignent la lumière, ils parlaient. Ça va toi et toi, ça va? Bah ça va, bah au crachet, mais les enfants, les trucs, jusqu'à le premier, ils s'endorment. Ça a toujours été comme ça depuis la création du monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans notre génération, c'est quoi? Donc t'as monsieur, il est du côté de son lit. T'as madame, elle est du côté de son lit. Hey, je t'envoie une vidéo, tu vas rigoler. Tu vas rigoler. C'est-à-dire que maintenant, et encore une fois, sous prétexte qu'on t'a vendu que... attends, communication s'il vous plaît. On parle avec tout le monde. Et c'est pareil, vous regardez, vous prenez toutes les valeurs de la Torah. Tu prends l'amour, la même chose, l'amour. Les gens disent, je suis love, Rav, je raconte pas. S'il est pas là, je suis pas bien. Si Motsé Shabbat, il m'a pas envoyé un message. Je suis comme ça, Rav. Vraiment, Non, mais ça s'appelle pas de l'amour, ça. Ça s'appelle de la dépendance affective. Ça n'a rien à voir. C'est pas de l'amour. Ça s'appelle de la dépendance affective. L'amour, c'est pas ça. Tant que tu n'es pas marié et que t'as pas un gosse, tu sais pas ce que ça veut dire aimer. Parce que aimer quelqu'un, ça veut dire c'est quand le bébé il est 2h du matin et que le bébé il se réveille, il a fait dans la couche et que tu vois que ton conjoint il dort, tu te lèves et tu vas changer sa couche parce que tu ne veux pas que ton conjoint se réveille parce qu'il est fatigué. Ça veut dire aimer quelqu'un. Mais c'est pas quand t'as envoyé un cœur sur WhatsApp. C'est pas quand t'as fait une photo comme ça sur Insta et tout le monde t'a dit incroyable. Ah, vous avez fait l'un pour l'autre, on dirait un frère et une sœur. Et là tu dis purée, non mon c'est grave. Non mais là je suis love, non mais je raconte pas. C'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. On confond maintenant désir et amour. Non, tu la désires, tu ne l'aimes pas. Ça n'a rien à voir. Mais encore une fois maintenant, on nous vend des valeurs qui n'en sont pas. Et comment maintenant on se trompe? Parce que justement, on nous vend du bonheur, mais qui n'en est pas. On nous vend une liberté, mais qui n'en est pas. On nous vend de l'amour, mais qui n'en est pas. Et tout le défi justement qu'on a, c'est de ne pas tomber dans ce piège-là. Tout le défi qu'on a au jour le jour, c'est de justement ne pas tomber dans ce piège. Et combien psychologiquement on en a besoin à chaque instant, à chaque réflexion, à chaque... J'ai beaucoup aimé la transition. Bon, Rachel. Rav Gobert, je continue sur le vous avez parlé du marketing. Est-ce que vous savez qui est l'inventeur du marketing? Non. D'abord, est-ce que c'est un juif? Oui. L'inventeur du marketing, c'est un juif, il s'appelle Édouard Bernays, c'était le neveu de Freud. Donc en fait, comme il pensait comme un juif, il a dit très bien, il a dit Freud, il a découvert comment est-ce qu'on fonctionnait psychologiquement. Pourquoi est-ce qu'on prendrait pas ça et on vend? Donc en fait, il a repris toutes les règles de Freud et il l'a appliqué à la vente. Et c'est comme ça qu'on a inventé le marketing. Donc même le marketing, c'est des juifs. En parlant de marketing, qui a déjà mangé une purée instantanée? Genre, on dirait que tu te sens coupable. Oui, j'ai mangé une purée instantanée. Tu en manges souvent des purées instantanées? Non. Il y a un groupe de parole pour les gens qui mangent pour les anonymes qui sont alcoolisés à la purée instantanée. L'invention de la purée instantanée, je vais vous en parler, mais l'invention aussi des flans, vous savez, où vous mélangez une poudre et de l'eau et ça vous donne un flan comme par magie. C'était la promesse d'un gain de temps, c'était une révolution technologique quand on l'a créé. C'est sûr que c'était pas l'iPhone et à l'époque un ordinateur il prenait une salle entière. Mais, il vaut mieux pas que je le casse. Mais, les poudres instantanées, quand elles sont nées, on pensait que ça allait faire un carton. Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a mis dans les rayons des magasins et ça n'a pas fonctionné du tout. Personne ne voulait manger ce truc, ça avait... Alors, certes, il y en a qui l'achetaient, mais les gens ne revenaient pas. Et on s'est posé, une équipe marketing, vous savez, les équipes marketing de l'époque avec un crayon sur l'oreille, et vous faites comme ça sur le crayon, et on s'est posé pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionnait pas. Et on arrivait à une réponse très simple, c'est qu'on a décidé de changer la formule. Ce changement de formule, c'était quoi?
c'était d'ajouter un élément. Pourquoi est-ce qu'il fallait ajouter un élément? Alors en fait, on rajoutait une étape. Normalement, on te disait, tu prends la poudre instantanée, tu la vides dans un truc, tu rajoutes de l'eau, ensuite tu la mets au four et puis tu as un flan. Et on pensait que ça allait appâter les gens. Mais en réalité, ça n'a pas fonctionné. Et donc on a dit rajouter des œufs, rajouter du sucre. On a dit très bien, c'est une recette, mais c'est une recette un petit peu plus courte. Et là, les gens se sont jetés sur ce truc, ont acheté le produit. D'après vous, comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. C'est que les gens n'avaient pas l'impression de cuisiner. Et quand je fais un truc dans lequel j'ai le sentiment de rien faire, dans lequel j'ai le sentiment d'être passif, eh bien je ne l'aime pas. Ou bien ça ne me plaît pas, j'ai pas du tout envie de m'investir dedans. Quand on parle du bonheur et de l'épanouissement, très souvent, on a l'image de nous dans notre lit avec notre téléphone sur Netflix, très près avec une lumière qui va nous aveugler dans 20 ans. Mais on a choisi le filtre en Israël, on a rajouté 150 shekels pour choisir le filtre pour pas avoir la lumière bleue. Et donc on est tranquillement dans notre lit, on regarde Netflix et on se fait un binge de Netflix toute la nuit et on pense que c'est quelque chose en réalité qui nous fait du bien. Ce que Mihaly explique, c'est que ces choses-là, alors Netflix ou autre, ou le fait de manger, le fait de boire, ces choses-là en réalité elles sont là pour générer de la détente. Ça détend mon corps. Je vais utiliser un mot encore plus compliqué, c'est l'homéostasie. Je sais que vous n'allez pas le retenir, à moins qu'il y en ait qui fassent médecine, mais en tous les cas, ça restaure un certain équilibre. Mais c'est pas ça qui me rend heureux. Je sens que ce mot vous a plu. Mais c'est pas ça. Elle a fait. L'homéostasie. Je sens qu'on va s'amuser ce soir. Et donc en fait, Mihaly va dire, on a l'impression que quand on kiffe, que quand on vit des loisirs, et en général on veut faire ça très souvent, eh bien on pense que ça va nous plonger dans un état d'épanouissement et de bonheur. Et en réalité c'est faux, et alors c'est sûr que ça a un intérêt parce que ça permet de se sortir bien, de prendre des forces et de redémarrer, mais où est-ce que je trouve mon bonheur, où est-ce que je trouve mon épanouissement, c'est quand je me dépasse. C'est un petit peu l'idée de la purée instantanée, c'est la raison pour laquelle j'ai rebondi, puisque vous avez parlé de marketing. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dépasser, l'idée c'est d'ajouter un petit plus. Dès que je fais quelque chose et que j'obtiens un petit plus, et que je grandis, donc ça implique de travailler sur soi, alors là je commence à me sentir bien dans mes baskets. En réalité, le bonheur, le fait d'être heureux, d'après les découvertes de Mihaly, c'est le fait d'être bien dans ses baskets. Et je suis bien dans mes baskets parce que je suis satisfait de ma vie. Je vais vous donner les critères de ce qu'il va appeler l'expérience optimale. C'est quoi l'expérience optimale? L'expérience optimale, c'est ces moments dans lesquels on se sent à fond. Vous vous souvenez, on avait démarré et on avait dit que souvent dans la vie, on a le sentiment que la vie nous échappe. On a le sentiment que c'est les circonstances qui dictent les choses à notre place et que nous, on ne décide pas vraiment. Alors évidemment, il y a des jours comme ci et il y a des jours comme ça. Mais souvent, on a l'impression qu'on va atteindre des choses et que les choses nous échappent et que quand on les a, elles sont déjà plus là, elles me font plus kiffer, qu'on est préoccupé par plein de choses et donc on est tiraillé dans tous les sens. Mihaly va dire, ce qui fait du bien, c'est ces moments dans lesquels on sent qu'on a le contrôle. Parce que notre attention, elle n'est pas happée par quelque chose à l'extérieur, mais au contraire, je sens que je concentre mon attention entièrement dans ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous avez des exemples? Quand est-ce que vous vous sentez bien? Réfléchissez là, ensemble, en général dans les ateliers coaching on fait ça. Essayez de penser maintenant à des activités ou des choses que vous faites, que vous aimez faire en général, et dans lesquelles vous êtes complètement inspiré. Ces choses-là, quand on les reconnaît, elles ont 8 critères que je vais vous donner comme ça. Vous ne sentez pas le temps qui passe. Vous êtes hyper concentré. Vous vous oubliez. Vous n'entendez pas le téléphone. Vous êtes à fond dedans. Vous avez un objectif qui est clair quand vous faites cette chose-là. Et le point le plus important, est-ce que vous savez c'est lequel pour se sentir bien dans ce que je fais? Là, réfléchissez. Est-ce qu'il y en a qui font du dessin? Est-ce qu'il y en a qui sont des super commerciaux et qui sont complètement pris? Je sens encore que ça t'a pas plu. Et il y en a qui sont complètement pris dans ce qu'ils sont en train de faire. Il y a parfois des discussions, il y a parfois des moments dans la vie dans lesquels on sent qu'on a le plein contrôle de ce qu'on est en train de faire. Ça vous est déjà arrivé? Rassurez-moi, dites-moi que ça vous est déjà arrivé. Ça arrive à tout le monde. Ces moments-là, on a l'impression qu'ils sont plutôt rares. Mais Mihaly va dire, pour atteindre le bonheur et pour atteindre l'épanouissement, il faut cumuler, il faut collectionner ces moments. Donc si jamais là je vous donne des critères, le fait d'être hyper concentré, le fait de ne pas sentir le temps qui passe, le fait de m'oublier un petit peu et voilà, d'être complètement happé par ce que je suis en train de faire, eh bien, ça va nous permettre de repérer, si vous voulez, les moments dans lesquels on est bien et d'en faire un petit peu un modèle. Je rajoute le dernier critère qui est un critère qui est très intéressant. Vous savez c'est lequel? Et je pense que c'est le critère principal parce que moi je l'ai découvert dans mon travail. Comme je vous le disais, je m'appelle Binyamin et vous pouvez m'appeler Bibi. Cette fois-ci, elle ne marche pas parce que vous perdez l'effet de surprise. Mais ce que je fais dans mon métier, c'est que je vais recevoir des gens qui sont VIP, des gens qui sont connus. Ce soir, vous êtes un petit peu nos VIP puisque vous avez 2 conférenciers pour le prix. Quand je rencontre ces gens-là, évidemment, il y a un certain stress au départ.
Pourquoi? Parce que le défi paraît insurmontable. Au tout début, quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, ça paraissait insurmontable. On disait, tu vas recevoir le président du Sénat, tu vas recevoir Éric Zemmour, tu vas recevoir, je sais pas, tu vas recevoir l'ambassadeur de France, etc. Quand ces gens-là, ils viennent, il y a un certain stress. Ce stress, il vient d'où? Ce stress, il vient du fait que le défi, je le sens inatteignable. C'est-à-dire que le défi n'a plus aucun rapport avec mes capacités. Dès que je déconnecte mes capacités de ce que je suis en train de faire, alors je me brise, parce que c'est trop dur pour moi. Maintenant, prenez l'exemple inverse. Lorsque vous faites un truc qui est complètement ennuyeux, dans lequel vous vous ennuyez complètement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, le défi n'est pas à la hauteur de vos capacités. Donc pour se trouver dans cet endroit-là, dans ce point-là, dans lequel je suis hyper concentré, dans lequel je sens que j'ai la maîtrise de ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se trouver au point d'équilibre, la moyenne, entre le défi. C'est vrai que le défi va me permettre de me dépasser, il va me permettre de grandir, mais c'est atteignable, c'est jouable. Mais il faut qu'il y ait un défi, attention, mais il faut que ça soit jouable. Maintenant, il ne faut pas que ça soit trop simple non plus. Pas trop compliqué, pas trop simple. Si vous faites un graphique, il y a un point. Et ce point, si vous réfléchissez aux expériences, ou aux dates, par exemple, qui ont bien marché, vous ressentez exactement toutes ces choses-là. Donc c'est intéressant parce qu'on peut en faire un modèle. Et maintenant, si vous prenez des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas au top, dans lesquelles vous avez l'impression de perdre votre temps, etc., vérifiez-le d'après ces critères. On a dit l'adéquation entre la capacité et la tâche, est-ce qu'elle est trop difficile ou pas assez difficile, l'hyperconcentration, le fait de s'oublier, le fait de ne pas voir le temps passer et le fait d'avoir des règles claires. Ça, c'est les critères qui va définir, peut-être éventuellement on vous les fera passer si vous êtes intéressé. Maintenant, ce qui est très intéressant, on a dit que tout le monde cherche le bonheur et que tout ce qu'on fait, c'est parce que ça va nous amener à terme à trouver le bonheur et à se sentir bien dans nos baskets et à être épanoui. Et tout le monde, en réalité, cherche ça. Il y a une écouda qui est très intéressante, c'est que quand on prend le mauvais chemin, en réalité, on cherche la même chose. Quand quelqu'un il prend de la drogue, quand quelqu'un il boit, quand quelqu'un il passe, je sais pas, sa nuit sur un truc complètement inutile parce qu'il est complètement absorbé dedans, il recherche la même chose. Sauf que le derrière, c'est pas le bon. Mais il ressent exactement ce que Michael il écrit. On ressent qu'on est absorbé, on ressent qu'on fait un avec ce qu'on fait, on ressent qu'on s'oublie, on ressent que le temps ne le voit pas passer. Alors c'est quoi la différence en réalité entre les deux? Pourquoi est-ce qu'il y a des situations qui me font grandir et des situations qui me mettent à plat? Il y a une différence très simple. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on était absorbé par ce qu'on faisait. Le je, le moi, il est absorbé, il disparaît dans ce qu'on fait. Quand je fais une activité épanouissante, qui fait que je vais grandir, quand j'étudie la Torah, quand je fais de la peinture, quand je fais certains sports qui m'épanouissent et qui font que je suis bien, par exemple, c'est vrai qu'à un moment, je m'oublie et c'est l'activité qui prend le dessus. Mais quand je sors, c'est moi qui reviens. Je sens que j'ai grandi. Je sens que j'ai appris. Je sens que j'ai pris des forces. Je sens que je suis devenu plus intelligent. C'est un indicateur. Maintenant, quand quelqu'un, par exemple, se drogue ou se saoule, ou quelqu'un fait un truc qui est complètement fou pour oublier ou pour fuir, c'est vrai qu'il est absorbé par ce qu'il fait. Mais à la sortie, comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est étalé par terre? Est-ce qu'à la sortie, comment est-ce qu'il est? En général, le je, il est appauvri. Dans un cas, le je, il est enrichi. Je me sens beaucoup plus riche. Et dans un cas, je me sens beaucoup plus appauvri. Donc c'est intéressant parce que ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe pour savoir si je suis sur la bonne voie. Qu'est-ce que mes émotions me disent? Est-ce que je sens que j'ai grandi? Est-ce que je sens que j'ai appris? Est-ce que je sens que ma vie, elle a du relief? Ou bien est-ce que je sens que ça m'épuise? Je terminerai sur cet exemple. Dans une relation, par exemple, pour savoir est-ce que cette relation, elle m'apporte quelque chose, il faut apprendre à écouter ses émotions. Est-ce que cette relation, elle me fatigue? Vous savez, il y a certaines personnes que vous allez rencontrer qui vont pomper toute votre énergie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, on ressort, on est épuisé après avoir discuté avec eux. On est vidé. Il y a des gens qui se sont marrés, on sent que ça sent le vécu. On sent. Mais c'est fou que tout le monde sente ça. Je croyais que j'étais le seul fou à sentir ça. Alexandre, ça va? Je te sens super concentré. T'as ton manteau, t'as ta casquette, t'as tes lunettes. Ça va? Hein? On a un intellectuel dans la salle. Alexandre est un cœur à prendre. Israël aussi. 2 cœurs pour le prix d'un, allez-y. Je termine là-dessus. Donc, souvenez-vous de cette définition, vous avez des critères, ces critères qui sont celles de ce qu'on va appeler l'expérience optimale, c'est l'expérience dans laquelle je me sens au top, et vous avez dans quel état j'entre dans l'activité, et dans quel état je sors de cette activité. Rav Gobert. Pour rebondir exactement sur ce que vous venez de dire, Benjamin, vous savez, retenez bien cette règle qui est fondamentale dans la vie.
Et ça englobe, et à moins que je me trompe, Benjamin, vous me corrigerez. Je vous corrigerai, très cher ami. Retenez bien cette règle. Le bonheur de l'instant présent sera votre souffrance de demain. Et la souffrance de l'instant présent sera votre bonheur de demain. Retenez cette règle. Retenez cette règle parce qu'elle englobe exactement les notions que vient de parler notre cher ami Benjamin. Vous prenez n'importe quel domaine de ma vie, regardez. Vous avez le choix entre de l'eau et du coca. Qu'est-ce qu'il faut boire? De l'eau. Qu'est-ce que les gens boivent? Du coca. Maintenant, pourquoi? Parce que bonheur de l'instant présent. Coca, de l'eau. Bonheur de l'instant présent. Mais ce sera la souffrance de demain. Parce qu'il y aura du surpoids, parce qu'il y aura du diabète, parce qu'il y aura des caries, parce qu'il y aura tout ce que tu veux. Pareil, fumer ou ne pas fumer. Bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas fumer. Pourquoi tellement de gens fument? Parce que c'est un effet de classe, parce que c'est le bonheur de l'instant présent, et que maintenant là, ça me permet de me sentir bien, et que maintenant en société, ça me donne un style, etc. Donc bonheur de l'instant présent. Mais souffrance de demain. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire un vol pour New York de 10 heures, et là tu vas rentrer dans la cabine avec 15 personnes pour aller fumer tes dernières clopes et être en stress pendant 10 heures. Tu vas Shabbat, ça va être Ramma, tu auras ta bouche qui sera pâteuse. Bref, et je parle même pas des maladies, etc. C'est une règle. Le réveil sonne. Le réveil sonne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se lever. Qu'est-ce que les gens font? Ils éteignent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, bonheur de l'instant présent, mais sera la souffrance de demain. Parce que si tu ne t'éduques pas dans ta vie à être capable de te lever quand ton réveil sonne, la vie t'obligera à te lever de toute manière. Mais sauf qu'au lieu que dans 10 ans, ce sera une facilité pour toi parce que tu l'as acquis, ce sera un poids. Parce que tu as toujours éteint ton réveil. Mais là, ton gosse, tu ne pourras pas l'éteindre. Quand il viendra dire « Maman, 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 mes chaussettes, maman !» Et tu n'auras pas le choix de te lever. C'est comme ça. Parce qu'encore une fois, le bonheur de l'instant présent sera ta souffrance de demain. Et à l'inverse, l'effort de l'instant présent sera ton bonheur de demain. À partir du moment où maintenant, toi, tu investis des efforts, comme il a très bien dit, à partir du moment où maintenant tu investis des efforts dans ce que tu es en train de faire, tu ne t'arrêtes pas juste à une purée instantanée, mais que tu décides de prendre ta pomme de terre et de te faire un kiff et de te faire ton manger, et ben je peux t'assurer, la pomme de terre n'a pas le même goût. Parce qu'encore une fois, à partir du moment où maintenant tu as fourni un effort, ce sera ton plaisir après. À partir du moment où maintenant tu as fourni des efforts, tu as fait un travail sur toi, tu t'es travaillé, moi je vous le dis honnêtement, posez-vous la question, à l'heure actuelle, parce que pour ceux qui ne sont pas encore mariés, parce que ceux qui sont mariés c'est déjà trop tard, mais bon, c'est-à-dire posez-vous la question, est-ce que maintenant vous êtes quelqu'un de supportable? Non, je vous pose la question parce que je m'explique. Vos parents n'ont pas eu le choix. Ok? Vos frères et sœurs non plus n'ont pas eu le choix. Mais posez-vous la question sur les gens qui vous entourent. Qu'est-ce que les gens qui vous entourent pensent de vous? Est-ce que quand ils voient, ils disent « Ah, purée, elle est encore là, elle fait la tête, c'est là, purée, elle va nous angoisser toute la soirée. Ah, purée, lui, avec ses blagues lourdes, là, il va nous saouler. » Pose-toi la question. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Parce qu'à partir du moment où maintenant, toi, tu aurais fait cet effort-là, c'est vrai, c'est pas facile, de remise en question. Parce que c'est une vraie remise en question. Parce que moi, je vous dis, tous les gens qui disent « Voilà, moi, ça m'a saoulé, mes parents, ils m'ont saoulé, tu sais quoi, je me casse en Israël. Parce qu'ils m'ont pris la tête et sans arrêt, ils sont en train de me regarder. T'étais où, tu fais quoi, tu sais que je me casse !» Et bien, ces mêmes personnes qui, à l'âge de 18 ans, se sont barrées de chez eux parce qu'ils en avaient marre de leurs parents, parce qu'ils voulaient du bonheur de l'instant présent, et bien, sachez-le, ils souffrent à 30 ans. Parce que les mêmes qui sont partis à 18 ans, qui ont claqué la porte à leurs parents, c'est les mêmes qui à 35 ans claquent la porte à leurs femmes. Les mêmes. Les mêmes. Parce que si tu n'as pas fait cet effort-là, qui est un effort difficile, c'est vrai, l'effort de faire un travail sur toi, un travail sur ton caractère, un travail de savoir être à l'écoute de l'autre, un travail de ne pas s'énerver à chaque instant, à ne pas s'énerver sur chaque chose qu'on te dit. Tu fais ce travail-là maintenant, je peux t'assurer, ce sera ton bonheur de demain. Ce sera ton bonheur de demain. À partir du moment où tu as décidé de manger équilibré, moi j'ai entendu un scientifique qui a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit faites attention à votre estomac les 50 premières années de votre vie, il fera attention à vous les 50 prochaines.
Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est vrai, ça demande un effort. C'est vrai, au moment où maintenant, t'es en train de manger, tu dis la vérité, j'ai envie d'éclater le shawarma. Mais tu sais que c'est pas bon, tu sais que t'es en surpoids, tu sais que c'est pas le cholestérol, tu sais. Arrête-toi. Ça demande du travail, c'est vrai, mais ce sera ton bonheur de demain. Mais encore une fois, nous, on veut nous vendre de l'instant présent. Vous regardez Coca, qu'est-ce qui est marqué sur les bouteilles de Coca? Tam Achaim. Maintenant, c'est un objet de mort, pas un objet de kiff. C'est un objet de mort. C'est une machine à mort. C'est-à-dire qu'on prend les boissons sucrées. Le sucre est la plus grande drogue qui existe au monde et qui est vendue ouvertement sans aucun problème. Et dont très peu de personnes sur cette planète savent se sevrer. C'est-à-dire qu'ils ont drogué des rats. Ils ont drogué des rats au sucre. Ils les ont privés de sucre. Les rats sont morts. On parle pas qu'ils étaient là, bon, on va manger des salades. Non, ils sont morts. C'est-à-dire qu'on a des machines à mort sur nos tables et on te vend dessus Tam Achaim. Pourquoi, Rabbi? Écoutez bien, c'est très simple. Parce que n'oubliez pas ce que nous dit Chazal en une phrase, et c'est pas toute leur puissance absolument incroyable, ce que nos sages nous enseignent. En une phrase, Haolam hazeh alma deshikra. Le monde dans lequel nous nous trouvons à l'heure actuelle, c'est un monde de mensonges. Alma deshikra. C'est-à-dire qu'en fait, on te vend du paraître. Moi, j'ai un garçon qui est venu me voir la dernière fois. Il m'a dit, faut que je vous raconte. Qu'est-ce qui se passe? Non, faut que je vous raconte. Il dit, j'ai une connaissance. Maintenant, sur Insta, vous connaissez, c'est le couple qui énerve. C'est le couple qui énerve. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là vendredi, genre déjà prêts. Et ils t'envoient une photo, genre Shabbat Shalom. Toi, tu reçois ça vendredi dans ton téléphone. C'est la guerre. C'est-à-dire, t'as ton kissouille à l'envers, t'as ton gosse, il est en train de manger la challah, t'as l'autre, ça fait 10 fois que tu l'as dit. Va dans la douche. Vas-y. Et ça, c'est la guerre. Et eux, ils t'envoient une photo avec les chalotes déjà prêtes. Shabbat Shalom. D'accord, c'est le couple qui énerve. D'accord, c'est le couple qui énerve. Mais il dit, mais la dernière fois, je regarde dans ça, je vois, c'est plus la même femme. C'est plus la même femme. Je remonte. Je l'appelle. Je dis, ça va? Il dit, ouais, comment tu vas? Ça. Non, je dis, non, je t'appelle parce que c'est... Non, je crois en la chirurgie plastique, la vérité, je crois. Mais là... Ah, tu sais pas, j'ai changé de femme. Non, mais c'est une folle. Alors, je sais pas si vous êtes au courant. Dans notre génération, toutes les femmes sont des folles, tous les hommes des pervers narcissiques. Donc, si vous n'êtes pas au courant, je vous tiens au courant, parce que c'est important. On sait jamais. Ou un homme prévenu en vaut deux, d'accord? Donc, ça, il y en a. Il faut pas la pousser, l'histoire, d'accord? Il faut pas la pousser. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a un problème, c'est une folle. Donc, du coup, c'est une folle. Donc, attends, tu parles d'une personne qui maintenant, tous les vendredis, envoie une photo avec sa femme. Et tout le monde les regarde et dit, ah, purée. Non, mais eux, ils se sont trouvés. Et ils ont de la chance. Alors, bienvenue sur la machine à dépression de la génération qui sont Insta, TikTok, etc. C'est-à-dire que comment fonctionnent ces systèmes-là? C'est très simple, écoutez bien, c'est radical. C'est qu'en fait, tu es dans ton lit à Jéru, seul, et froid dans l'hiver, avec les fenêtres pas du tout isolées, ok? Et là, tu vois sur Insta que tout le monde kiffe. Ils sont au resto et ils t'ont même pas invité. Et là, tu dis, purée, ils mangent quoi? C'est qu'en fait, tu vois que tout le monde kiffe. Tout le monde est... Tu vois, ils sont à Dubaï. Ah, ils sont en mariage à Monaco. Ah, purée, elle sait les acheter. Non, je te crois pas, elle sait les acheter. Purée, non, Black Friday, je les ai zappés, purée. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois que tout le monde kiffe. Et toi, t'es une clocharde. Voilà, sache-le, t'es un clochard. Bienvenue sur Insta. C'est que maintenant, on te montre du paraître. C'est-à-dire que l'autre, il vient de fracasser sa femme, il vient de la fracasser. Mais il fait une photo genre, regardez la bagnole que je viens de lui acheter à ma chérie, regardez. Mais il vient de la frapper. Il vient de la frapper. Pourquoi? Parce que Chazal nous avertisse. Haolam hazeh alma deshikra. Le monde dans lequel on vit est un monde de mensonges. Et Chazal, à travers ça, ils sont pas en train de te dire, ce monde-là, c'est une poubelle. Ils sont pas en train de te dire ça. Ils sont juste en train de te dire, fais attention, parce qu'il y a un mensonge dans lequel maintenant l'univers entier est tombé. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Quand on y réfléchit 2 secondes, tu dis mais c'est incroyable ce qu'on vit. C'est-à-dire que je sais pas moi, imaginez-vous, prenez l'avion, d'accord? De toute façon il y a quel âge maintenant? Tu prends vol,
Tel Aviv, Paris. Ok. T'es assis dans l'avion. T'es assis à côté d'une personne. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Vous allez où? Et là, il te dit, vous avez de la famille? Vous lui dites, vous avez de la famille à Paris, ça? Il dit, ah, on va à Paris? Ah, je savais pas. Je dis, monsieur, vous êtes dans le vol Tel Aviv, Paris? Ah non, je savais pas, d'accord. Vous dites qu'on va à Paris, on va à Paris, ça me dérange pas. Ok, ça me... Je sais pas, c'est possible. Vous savez pas où est-ce que... Il dit, non, moi je vous explique. Moi je kiffe l'avion. Écoutez, moi je kiffe, ça me donne des sensations, je trouve ça sympa, le monde vu d'en haut c'est plus beau. Je vous pose la question, il existe une personne sur cette planète qui monte dans un avion et qui ne sait pas où est-ce qu'il va? C'est évident que non. Eh bien, retenez bien ça, il y a 7 milliards de personnes sur cette planète qui sont dans l'avion de la vie et qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je sais pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Je sais pas. Qu'est-ce que tu dois pas faire? Je sais pas. Non, pourquoi t'es là? Bah écoutez, Rav, l'iPhone 15, on m'a dit qu'il est sympa. La plage à Tel Aviv, elle est sympa. Et puis le shawarma sur Ben Yehuda, faut le goûter. Attends, j'ai pas compris, t'es venu pour ça? T'es venu pour ça? Mais écoutez bien, le problème, il est bien plus profond que ça. C'est pas juste que tu as 7 milliards de personnes qui ne connaissent même pas leur destination. C'est qu'on cultive ce mensonge. Vous savez, je vais vous dire une phrase très simple et retenez bien ça. Tout ce que vous apprenez à l'université, tout ce que vous avez appris au collège, tout ce que vous avez appris au lycée, tout ce que vous apprenez à l'université, tout ce que vous avez peut-être appris, vous avez fini vos études, peu importe, ça ne vous servira que pour une seule et unique chose dans votre vie. Comment remplir les assiettes de vos enfants. C'est-à-dire avoir une parnassa, payer la mashkanta, remplir les assiettes de vos enfants, point barre. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est gérer ses stress. La vie, c'est gérer ses angoisses. La vie, c'est savoir gérer ses peurs. La vie, c'est d'avoir du courage. La vie, c'est d'avoir des ambitions. La vie, c'est de respecter ses paroles. C'est ça la vie. La vie, c'est ça. Et bizarrement, tout ça, on ne nous l'apprend pas à l'école. Par contre, à l'école, on va t'apprendre, regarde, bac S ou S, je sais pas, à l'époque, je sais pas ce que c'est maintenant, mais nous à l'époque c'était ES, S, plutôt L, qu'est-ce que tu préfères? C'est-à-dire que maintenant on va te rentrer dans un monde où on va te faire croire, écoutez bien, c'est très simple, qu'avoir réussi sa vie, c'est deux choses. Si tu as fait des grandes études, ou tu as de l'oseille. Si tu as l'un ou l'autre, ça veut dire que tu as réussi sa vie, tu as réussi ta vie. Moi je vous pose la question, moi je peux vous dire, et j'en vois maintenant, j'en vois des gens. T'es dentiste, t'as divorcé 3 fois, t'es incapable de gérer un shalom bayit, t'as un gosse avec chacune. T'as réussi ta life. T'es un avocat, t'es avocat d'affaires. Moi je vous dis, j'ai parlé chez un notaire à Paris, il a organisé une conférence chez lui, j'ai parlé chez le notaire, il m'a dit, j'ai reçu la femme d'un avocat d'affaires qui a laissé un bel héritage. Mais je dois expliquer à la femme et à la fille qui sont venues recevoir l'héritage qu'il y a une autre femme et une autre fille qui attendent dans la salle d'attente parce qu'en fait il avait une double vie. Donc il doit partager l'héritage. Ça s'appelle avoir réussi sa vie? Ça s'appelle avoir réussi sa vie? C'est pas ça réussir sa vie. C'est pas ça réussir sa vie. Mais on nous fait plonger justement dans l'idée de nous faire croire que réussir sa vie, c'est du paraître. Réussir sa vie, c'est quand tu parais bien, quand tu parais heureux, quand tu montres que tu es heureux. Et je ne sais pas ce qu'en pense la psychologie, très cher Benjamin, mais qu'est-ce que... Mais dis-moi, Jamy, alors on y va. On sent qu'il y a des vieux là ici. Dis-moi, Jamy, je dis ça à mes gosses, ça passe pas. Alors, je me rassois. Donc le Rav Gober, il parle d'un monde d'illusions. Vous voyez tous les exemples qu'il a donnés. D'ailleurs, il est très puissant, ces exemples, il nous parlent à tous. On vit dans un monde d'illusions et Michali, c'est très intéressant parce qu'il va dans cette voie-là. Évidemment, il y a des chapitres dans le livre qu'il faut sauter parce qu'ils ne vont pas dans ce sens-là, mais ensuite il rebondit et puis il dit que finalement, on vit une existence qui est très simple. Ça veut dire que la majorité des gens vont chercher ou ce pourquoi la société les a conditionnés, la belle voiture, les réseaux sociaux, les fringues, etc., ou bien des besoins biologiques qu'on appellerait en hébreu les ta'avot. Maintenant, c'est très intéressant. Parce que souvenez-vous qu'on avait démarré, on avait dit que si on apprend à maîtriser notre attention, si jamais on arrive à investir notre attention dans des choses qui nous font grandir, alors on sera plus heureux et plus épanoui.
Comment fonctionne le contrôle de l'attention? Je vais le dire vraiment en 2 mots. En réalité, il y a une vraie question. Est-ce que je ne crois que ce que je vois ou est-ce que je ne vois que ce que je crois? La réponse est je ne vois que ce que je crois. Ça veut dire que ce soir, il n'y a pas de femmes enceintes. Mais les femmes enceintes ne voient que des femmes enceintes. Les hommes politiques ne voient que des hommes politiques ou des électeurs. Les gens qui cherchent un date ne voient que des filles ou que des garçons. C'est ça qu'on va observer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je ne peux pas me concentrer sur tout. Je n'ai pas un pouvoir illimité, mon attention, elle est limitée. La question, c'est quoi la base? Ça veut dire, qu'est-ce qui motive mon attention? Qu'est-ce qui attire mon attention? On parle bien d'attirer l'attention. Donc c'est très intéressant parce que l'attention, on ne peut pas l'utiliser comme ça infiniment, mais on va sélectionner des choses et on va les classer par priorité. Ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans la conscience, c'est qu'on va faire des classements en fonction de ce qui est le plus important pour moi et le moins important pour moi. Et notre réalité, c'est comme ça qu'on va la créer. Donc effectivement, on ne croit que ce qu'on voit. Et il y a des choses qu'on ne va pas voir. Quand je rentre dans cette soirée ce soir, un type qui fait de l'informatique, il va voir des informaticiens. Un type qui a peur de la guitare, il va se mettre dans un coin. Une personne qui a envie qu'on la remarque, elle va prendre une certaine posture, elle va prendre une certaine position. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, parce qu'elle est travaillée par des choses, que ces choses, elles sont importantes pour elle, et donc je ne vais voir que ça. Donc la question, c'est déjà de faire un restart sur le logiciel. Qu'est-ce que je vois dans la vie? Si dans la vie, je vois que des belles bagnoles, je vois que des fringues et je vois que des trucs, ça veut dire qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qu'il y a en moi? Je vais vous poser une petite question, qui est un exercice qui est très intéressant à faire. Pensez, et vous n'avez pas besoin de donner la réponse, mais peut-être que j'en interrogerai. Alexandre, c'est ton tour. Peut-être que j'en interrogerai. Pensez aux 3 personnes que vous admirez le plus dans la vie. Allez-y, je vous laisse 2 secondes, à 3 secondes. Quelles sont les 3 personnes que vous admirez le plus dans la vie? Ça va, vous les avez? Commencez par une. Si c'est difficile, commencez par une. Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? Mademoiselle. La première personne que vous admirez, c'est votre mère. La seconde personne que vous admirez? Un frère. La troisième personne que vous admirez? Un rave. Ça veut dire que ces gens-là représentent quelque chose pour vous. Représentent la famille, représentent l'écoute, représentent l'affection. Et en réalité, le rave représente la Torah, la connaissance, la rouchaniout, le progrès. Et donc c'est très intéressant. Parce que quand vous avez ces choses-là, vous êtes renseigné finalement sur ce qui vous fait vibrer et sur ce que vous voyez dans la vie. Moi, j'ai une fois quelqu'un qui m'a dit, j'ai posé cette question et je lui ai dit, mais c'est qui que tu admires dans la vie? Et il m'a dit, j'admire mon père, Avram Avinu et Paris Hilton. Ah là là. Donc je voyais pas tellement le truc. Ça veut dire qu'en réalité, encore une fois, on ne croit que ce qu'on voit et donc on ne repérera que ce qui est important pour nous. Donc ce qu'il faudrait faire d'abord, c'est commencer à élargir son champ des possibles, à travailler finalement sur soi pour apprendre à repérer de nouvelles choses. Alors je vais vous donner un conseil très simple, commencez par tenter de nouvelles expériences. C'est extrêmement simple, tentez de nouvelles choses. On a notre zone de confort dans laquelle on est emprisonné, mais la vie parfois nous fait sortir de cette zone de confort. Ce serait intéressant que la notion de Nisayon dans la Torah, c'est que le bon Dieu, tu as un endroit dans lequel tu veux être et tu as un endroit dans lequel tu veux pas être. Qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il te prend par la main, il te met dans un autre endroit et tu vas être obligé de te mesurer avec ça et de grandir. Mais ce que ça fait, c'est qu'en fait le bon Dieu, il t'a déplacé d'un point A à un point B. Il t'a transformé, il t'a fait changer. Provoquez le changement. Pour provoquer le changement, faites de nouvelles choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Ou des choses qui vous trottent dans la tête mais vous n'avez pas envie de vous lancer. Faites-les, avancez. Je vais vous donner mon exemple personnel, vous allez me dire je repars l'accord de la Knesset. Je repars l'accord de la Knesset parce que ça a été un tournant dans ma vie. J'aurais jamais pensé dans ma vie un jour travailler à la Knesset. Il faut savoir que moi j'ai fait Advancia. J'ai été dans ces box avec des mecs géniaux, je pense que mes meilleurs amis, ils étaient dans ces box, c'est encore mes meilleurs amis. Moi j'ai fait quelques années d'Advancia qui ont été des années extraordinaires, Gad que j'adore, Monsieur Ganem, et j'avais une coach. Alors on me disait tu parles bien, c'est bien, ça veut dire que tu es un super vendeur. Le problème, c'est que j'avais du mal à vendre. Parce que moi, j'aime les idées, parce que moi, j'aime le développement personnel. Il y a plein de choses que j'aime. Mais vendre un abonnement téléphonique ou un site internet, c'était plus difficile pour moi. Et je me disais que toute ma vie, je ferais ça. Je me suis dit, bon, ben, je suis là. Alors évidemment, j'ai fait des choses. Mais Advancia, ça a été un passage dans ma vie. Et ma coach, une fois, elle est venue me dire, elle m'a dit, mais tu sais, quand tu seras conférencier, tu te souviendras que tu avais ton casque, tu étais au téléphone, et que ça a été un tremplin et ça a été une étape. Souvent dans la vie, on voit les choses comme fermées, alors que les choses ne sont qu'une étape dans le processus.
Et ce soir, quand je vais sortir de la conférence, je vais appeler Hélène, c'était ma chef, et je vais lui dire, tu te rappelles Hélène? Eh ben t'avais raison. Parce que ce soir, je suis à Advancia et ce soir, je suis en train de vous donner cette conférence. Pourquoi? Parce que j'ai tenté quelque chose qui me paraissait impossible, c'était de postuler. J'ai postulé pendant le Corona, il y a 2 ans et demi. J'ai postulé pendant le Corona, je faisais des journées dans lesquelles je gardais mes gosses toute la journée. J'allais travailler le soir, ça se poursuivait un peu la nuit, parce qu'il fallait bien bouffer, et que c'était une situation difficile. J'avais quitté mon ancien travail. Et un jour, je suis sur Facebook et puis je vois comme ça une annonce qui saute. Et on cherche quelqu'un en français. Je dis comment, la Knesset? Je ne savais même pas la Knesset, je connaissais à part Bibi, je connaissais personne. Ça veut dire que je n'avais pas de nom, je ne savais même pas comment ça fonctionnait, je ne savais même pas c'était où. Je ne savais même pas c'était où. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai tenté une ouverture. Souvent, quand on parle de la tchouva, et Rav Gobert me le confirmera, on nous dit ouvre un pétard, ouvre une petite porte comme le chat d'une aiguille. Le chat, c'est le petit trou, c'est pas un chat. Le chat, c'est le chat d'une aiguille, et je t'ouvrirai les portes d'un palais. Alors souvent, on a l'impression que c'est facile. Allez, on va se renforcer un peu, et puis on va avoir une autoroute incroyable, et on va tout réussir dans la vie. J'ai compris c'est quoi le pétard. C'est quoi la petite porte? La petite porte, c'est un truc que vous n'avez jamais osé faire. Cette chose-là, en réalité, elle vous fait déjà grandir. Dès que vous avez mis le pied là-dedans, vous êtes déjà quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut, c'est un pétard. Un petit peu comme le trou qui va dégonfler le ballon. Ce que j'ai fait ce jour-là, c'est que j'ai ouvert un pétard. Et le pétard, on ne sait pas où est-ce qu'il nous emmène. Sauf qu'on préfère la zone de confort. Mais tentez le pétard. Le pétard, c'était d'envoyer mon CV. Alors parfois, on s'en fait des mondes. J'ai fait mon CV, je l'ai envoyé. Et vous savez quoi? Ils m'ont pas rappelé. Ils m'ont pas rappelé. Donc j'ai poireauté pendant 4 mois. 3-4 mois comme ça. J'avais oublié. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone. Bonjour, c'est la Knesset, t'es convoqué demain. Moi, je croyais qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Et donc, j'étais païen, parce que je me rappelais même plus que j'avais envoyé mon CV. Je dis à ma femme, il y a la Knesset qui m'a appelé, c'est bizarre. Je suis sûr que c'est un mec qui fait du Forex. Je sais pas. Alors, elle me dit, mais vas-y. Je dis, mais quoi, je vais aller à la Knesset? Donc, j'arrive, vous avez des portiques de sécurité, un peu. C'est un aéroport, la Knesset. C'est-à-dire, déjà, je pense qu'il y a au moins 1300 OVDI, 1300 employés, un truc comme ça. Donc je rentre un premier truc, je me fais contrôler, je sonne 10 fois, on m'enlève ma ceinture, on m'enlève mes lacets, on m'enlève mes chaussures, on m'enlève ma veste. Je passe un premier truc, je passe un deuxième truc, je tourne, je me perds. C'est gigantesque. Et j'arrive dans un bureau et là je me pose à côté d'un gars. Ça faisait, 12 ans que j'étais en Israël. Je parlais pas hébreu. J'avais un hébreu pourri, je parlais pas hébreu. Et je me retrouve à côté d'un Israélien qui est mon meilleur ami jusqu'à aujourd'hui. Donc pour vous dire tous les changements qu'un pétard, que l'envoi d'un CV, il peut changer. Donc je vous invite, si vous avez des choses que vous voulez réaliser, créez le pétard. C'est facile, c'est un petit pas. On a l'impression que c'est monstrueux. Ne pensez pas à tout ce qui va se passer derrière. Pensez juste au petit pas que vous allez faire. Ce petit pas va vous faire grandir. Et quand on grandit, on s'ouvre à un nouvel univers auquel on n'avait pas pensé. Ce garçon, c'est mon meilleur ami. Et puis on passe le premier. Et on a trois entretiens. Le premier entretien, il va falloir parler en hébreu, il va falloir se débrouiller. Moi, je faisais avec mon accent, je disais, Ken, Tamakir, séminaire La Source. Ça veut dire que j'avais un hébreu pourri, j'avais un hébreu de touriste, j'avais un hébreu de français. Et donc, je lui parle. Et puis, évidemment, on rappelle tout le monde, et moi, on ne me rappelle pas. Je dis, c'est un truc de fou. Et puis, j'attends encore, ça traîne, et puis on me rappelle, et on me dit, tu sais, je ne sais pas pourquoi ça a traîné, mais on m'a rappelé. J'ai fait le deuxième entretien, il fallait que je fasse un exposé sur... un exposé qui était lié à la politique en Israël. Maintenant, moi, aucune idée. Alors après, j'ai trouvé un thème, il y avait un thème, c'était la relation entre la religion et l'État. J'ai dit, c'est bien, ça fait français, je peux en parler de la France, ça fait touriste, c'est sympathique, avec mon petit hébreu. Et vous savez ce qui m'est arrivé? En même temps, je suivais une formation de journalisme à Calita. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Je ne reconnais pas des visages. Je faisais une formation de journalisme à Calita. Et à Calita, et donc je le faisais en même temps. Ça veut dire, j'ai envoyé mon CV, il y avait tout à lire, et je m'assois, et j'étais très stressé parce que je me dis, demain j'ai une présentation de malade en hébreu, comment je vais faire? Et là, il y a un spécialiste qui vient nous parler, un type, une tête, je ne me rappelle même plus de son nom, on était dans un grand marathon de recherche, il s'assoit devant moi, et il fait ma conférence. Et il me parle de Yachassim entre date et Médina. Je me suis dit, c'est pas Mina Shamayim ça. J'ai noté, j'aurais recraché la conférence, je me suis dit, c'est qui se fout? J'ai appris par cœur, comme une scène de théâtre. Je me suis levé, j'ai commencé à leur parler, et je leur ai fait les relations entre l'État, le truc, et je leur ai donné des exemples, des trucs qui étaient liés à l'histoire de la Knesset, etc. Et vous savez quoi? Ils m'ont pas rappelé. Ils m'ont pas rappelé. Je suis rentré par la fenêtre. Ils m'ont pas rappelé. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, t'as pas fait tout ça pour rien. Prends ton téléphone et appelle-les. Et là, j'ai ouvert le deuxième pétard. Je les ai appelés, très sympathiques, mais j'étais comme ça au téléphone.
Et en réalité, c'était ridicule, parce que maintenant, ces gens-là, c'est mes copains. C'est des gens, j'ai un truc, je leur dis ça va, je vais au bureau, je prends un café avec eux. Mais c'est très intéressant, parce qu'au départ, un endroit, il vous paraît hyper comme ça, et puis ensuite, quand vous connaissez les gens, quand vous côtoyez ces gens-là, bon, et ben, vous dites, finalement, c'était pas si difficile que ça. Tout ça pour vous dire, ouvrez un pétard, parce que le pétard, il va vous permettre d'abord de changer de mindset, de changer de façon de penser, vous allez voir d'autres choses dans la vie. Et plus vous ouvrez ça, et Rav Gobert pourra vous le dire, parce que Rav Gobert, c'est un conférencier. Ça veut dire qu'à un moment, il a dû se jeter à l'eau. Il a dû se lancer à l'eau, il a dû préparer sa dracha, il a dû stresser au départ. On a tous des loupés aussi. Vous pensez que c'est facile, on a des loupés. Mais quand on est en chemin, on a une acuité qui est hyper développée parce qu'on ne voit que ce qu'on croit, rappelez-vous. Donc ce qui a été posé comme important pour nous, on le voit. Les choses au contraire, on les transforme en défis. C'est comme ça qu'on avance et qu'on atteint finalement des choses dans lesquelles on se retrouve. Rappelez-vous, et là je vais laisser la parole à Rav Gobert, mais rappelez-vous dans la définition du bonheur, on avait dit qu'il fallait qu'il y ait une adéquation, qu'il fallait qu'il y ait un kécher entre la difficulté et entre le défi et entre l'objectif. Plus on avance et plus les difficultés, on va les rentrer là-dedans. Et les difficultés, on ne va plus les voir comme des difficultés, on va les voir comme des défis. On va se sentir des forces, on va développer des forces qu'on n'avait pas avant, on va atteindre des objectifs. Et les objectifs, c'est comme des portes. J'ouvre une porte, ça ouvre une deuxième porte, une troisième porte, etc. Et ensuite, vous faites exploser le plafond de verre qu'il y avait en face de vous et vous vous dites que c'est possible et que c'est réalisable et que si les autres l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Justement, c'est extraordinaire parce que, pour rejoindre et poursuivre les merveilleuses paroles de Binyamin, c'est pour ça que la Torah veut complètement nous faire transformer le rapport qu'on a avec l'effort et plutôt avec l'inconfort. C'est plutôt ça. Vous savez que dans la Torah, c'est incroyable, hein, on ne te demande pas d'avoir un résultat. On te demande d'avoir fait l'effort. Les foum, tzara, agra, c'est une Mishnah en Pirkei Avot. La Mishnah nous dit, selon l'effort que tu as fourni, tu recevras le salaire. Pas en fonction du résultat. Et une fois de plus, on rentre dans le même système qui est absolument l'inverse de ce que l'on est en train de vivre à l'heure actuelle, qui est dans la société où maintenant on te demande que du résultat. C'est-à-dire que tu dépends que du résultat que tu as donné. Alors que c'est faux. On n'attend pas de toi un résultat, on attend de toi de fournir des efforts. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que, vous savez, c'est très simple. Une fois, je devais donner une conférence à New York, à Manhattan. J'étais dans le New Jersey. Et je prends un Uber, et le chauffeur Uber, il s'appelait Youssef. C'était un feuge. Et un Israélien. Et genre, il ouvre le Uber, il dit « Oh, Gvod Arav, Manishma » En France, t'as Youssouf, et à New York, t'as Youssef. Baruch Hashem, donc super sympa, etc. Et en fait, quand tu viens du New Jersey, et que tu remontes, et que tu arrives sur Manhattan, t'as Manhattan sur ta droite, et tu vois toutes les tours. Et là, il me pose une question très simple mais extraordinaire. Il me dit, Gvod Arav, vous n'avez pas remarqué que sur les 5 quartiers, à New York, d'accord, donc tu as Manhattan, le Bronx, Brooklyn, le Queens et Iceland, je sais plus quoi, ouais, sur la 5. Et donc du coup, il dit, sur les 5 quartiers, tu n'as qu'un seul endroit où tu as des tours. Tu n'as qu'un seul quartier de New York où tu as des tours, c'est Manhattan, vous le savez très bien. Il me dit, mais vous savez pourquoi, Rav? Alors je lui dis, la vérité, c'est une excellente question. Je sais pas du tout, je me suis jamais posé la question pourquoi maintenant, Tafka, eux, ils ont des tours. Les autres, je sais pas, ils ont pas eu le permis de construire, j'en sais rien, moi. Il me dit, non, écoutez bien ce qu'il me dit, c'est extraordinaire. Il me dit, parce que Manhattan a été construit sur de la roche. Et comme c'est de la roche, donc tu peux monter très haut. Et là, je lui ai dit, merci, parce que tu viens de m'apprendre probablement l'une des plus belles leçons de ma vie. C'est quand justement tu crées des fondations qui sont mais dur, costaud, que tu peux monter très haut. Si vous voulez savoir à quoi va ressembler votre avenir, regardez combien votre présent est béton. Si maintenant tu es déjà perdu dans ton présent, alors n'espère pas grand-chose de ton avenir. C'est quand maintenant tu es en train de faire des fondations extraordinaires. Et c'est pas facile, je vous le redis, c'est pas facile. Pour les hommes, garder sa bride, c'est pas facile. Pour les femmes, de faire attention à elles, c'est pas facile. De faire attention à leur trait de caractère, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est vrai. Comme quand tu construis une tour. Quand tu construis une tour, tu as des palissades, ils sont là, ils rentrent, ils sont en train de creuser, tu vois des camions qui sortent, tu vois des bétonneuses qui rentrent, des camions qui sortent, tu vois, ils sont là, dans les bottes, dans le béton, en train de couler du béton comme ça, du béton armé. Pendant des semaines, des fois des mois. Et tu dis, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Elles sont où les tours? Sauf que l'erreur, c'est quoi? C'est que là, ils sont en train de faire l'essentiel.
Là, ils sont en train de faire l'essentiel. Là, ils sont en train de creuser les fondations. Une fois que tu as ça, tu peux monter très haut. Tu as ça, tu peux monter très haut. Mais si tu n'as pas ça, moi, je vois la différence entre ceux que leur vie ressemble à rien et leur vie ressemble à quelque chose. Ça se voit. C'est que ceux que la vie leur ressemble à rien, bah, c'est les mêmes qui, quand maintenant ils avaient 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu dis, peut-être tu fais un travail sur toi, sur ton égocentrisme, sur ta remise en question, sur ta nervosité, peut-être sur ta paresse, sur l'écoute, peut-être tu fais un travail sur toi. Et ces mêmes-là, ces mêmes qui ont fait ce travail-là, ils ont un avenir extraordinaire, et les mêmes qui n'ont pas fait de travail, ah non, moi, hein, je suis ce que je suis, Vodrave, et quand elle m'a pris, j'étais comme j'étais. Eh ben, les mêmes, tu les vois divorcer. Tu les vois divorcer, mais même pas, c'est 2, 3 ans, 4 ans après. C'est les mêmes. Pourquoi? Parce que les fondations, elles sont pas là. Donc si toi tu veux, c'est vrai, ah ouais, mais Rav, c'est pas facile, faut creuser, faut couler du béton, c'est vrai, c'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est quoi l'autre option? Ah non, moi Rav, je suis ce que je suis, moi je suis naturel. Vous savez à quoi va ressembler leur vie? À une tente Décathlon. Quechua. C'est-à-dire, t'arrives comme ça, et t'as planté la tente. Maintenant, t'as un vent qui arrive et arrache la tente. Il reste plus rien de la tente. Pourquoi? Parce que t'as rien voulu construire. C'est pour ça que ce cadeau extraordinaire que la Torah nous a fait, et je reviens au sujet dont on était en train de parler, ce cadeau le plus phénoménal, et comme l'a si bien dit Binyamin, l'effort que l'on doit faire, et qu'on se doit de faire, et le pétard qu'on doit ouvrir, c'est venir à des shurim comme vous avez là maintenant. C'est de fixer des temps d'études pour la Torah. C'est une obligation, c'est pas une option dans la vie. C'est une obligation, je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Qu'est-ce que veut la Torah? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il nous a donné une Torah, il nous a donné du limoud. Tu ouvres une Gemara, alors t'as le taureau, il vient, il a encore la vache. Et donc s'il a encore né une fois, je t'en supplie, quel taureau, quelle vache? T'as Jéru là, où il y a un taureau, il y a une vache. Non, il a pris le talit, l'autre il a pris le talit, l'autre il a tiré, il dit non, ça c'est entièrement à moi, l'autre dit non, c'est entièrement à moi. Tu vois des gens au Chérat faire ça? Genre non, c'est à moi, non, c'est à moi. C'est vrai, mais c'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? La Gemara, écoutez bien, elle veut nous faire probablement le plus beau de tous les cadeaux qui existent sur cette planète. La Torah veut nous formater à réfléchir émet. Parce qu'on est dans un monde de sheker. Donc dans un monde de mensonges, je suis obligé de te formater à réfléchir émet. C'est aussi simple que ça. La Torah veut que tu apprennes à réfléchir et te dises, mais où est le émet? C'est Abaye qui a raison, c'est Rava qui a raison. C'est ça qui a raison, c'est que tu dois réfléchir, tu dois formater ton cerveau. Comment je t'en supplie, comment maintenant moi j'ai vu les jeeps de l'armée de Tsahal débarquer à Bnei Brak devant la maison de Raphaïm Kanievski avec les plans, fermer tout le quartier parce qu'on va demander au Raphaïm Kanievski une question. Mais je t'en supplie, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le collège, il a fait le lycée, il a fait Matsup, il a fait Polytechnique. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait le Cheder, il a fait l'Aïshiva Ktana, l'Aïshiva Gdola et le Kollel. Voilà, c'est tout. Comment eux vont le voir? Comment eux vont lui demander un conseil? Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose que personne d'autre a. Ça s'appelle le Hémet. On sait tous que quand maintenant tu prends même le juif le plus loin, le plus perché, il mange pas kasher, et le jour de Kippour, d'accord, même lui, quand au moment où maintenant il a besoin d'une bracha, il va pas aller voir le doyen de Polytechnique. Il faut dire, monsieur Delacroix, s'il vous plaît, vous pouvez me bénir? Bizarrement, il va se retrouver à Bnei Brak. Bizarrement, il va débarquer chez le rabbin. Pourquoi il va débarquer chez le rabbin? Parce qu'il sait que lui, il a quelque chose que moi j'ai pas. Et tous ces couples là que tu vois, sur les réseaux sociaux, quand ils ont un problème de Shalom Maïd, chez qui ils vont le régler? Bizarrement, ils vont voir le rabbin qui touche pas sa femme en public et qui est très... Ils vont le voir. Pourquoi? Parce qu'il y a du émettre là-dedans. Et c'est ce émettre-là qui... Moi, je veux dire, une des choses qui m'a fait faire tchouva, c'est les vieux sur le kikar de Natania. Je dis honnêtement, c'est les vieux sur le kikar de Natania. C'est-à-dire que je les voyais, t'avais le vieux, il était là, sur le bord du banc, t'avais l'autre vieux sur l'autre extrémité, t'avais les Thaïlandais, là, les Philippins, les deux au milieu, et eux, ils tapaient discutent. Genre, ils sont là... Okay. Et t'as le vieux, il est là. Et t'as l'autre vieux de l'autre côté, il est comme ça. Après, il dit, Papi, on y va, papi, il est 7h, la soupe. Et il le ramène chez lui à l'heure de 7h, et il attend qu'il meure. Et bizarrement, je me suis retrouvé à Bnei Brak. Donc maintenant, moi, comprenez bien, je suis pas d'une famille très religieuse. Et j'ai fait tchouva ici à Yerushalayim, dans un lycée qui, Baruch Hashem, a fermé.
Et donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand maintenant, moi je me suis retrouvé à Bnei Brak, et que là je vois des gens qui ont 80 ans, 90 ans, 100 ans, et qui ont plus leur tête que toute l'humanité. Putain, il y a un bug là. Je sais comment c'est possible. C'est le même de 70 ans que tu vois à Nathanaël, il se rappelle même plus de son nom, il reconnaît même pas sa nièce. Le même, tu vois, à Bnei Brak, il est trempé à 5h du matin dans le mikvé, à 6h du matin, il fait son dafayomi. Tu te dis, comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Une des choses qui m'a fait faire, tu vois, c'est quand je me suis retrouvé dans la rue de Raphaël Kanevski. Écoutez bien, ça a été très simple, très rapide. Je me suis retrouvé dans la maison, dans la rue Rehov Rashbam, c'était un vendredi soir, et c'était un Rav qui nous avait invités pour passer Shabbat à Bnei Brak. Et je me retrouve là-bas, et là je vois la maison de Raphaël, donc tu vois, t'avais tous les gens qui montaient comme ça dans les escaliers, la guerre. C'est toujours la guerre là-bas. Et moi je vois ça, et je dis au Rav, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ces gens-là? Et là il me dit, les gens viennent des 4 coins du monde pour voir le Rav. Je dis même, mais pourquoi? Il dit, pour lui poser des questions, pour avoir une bracha. Je dis, mais quoi, le Rav il n'a pas de téléphone? Non, le Rav il n'a pas de téléphone. Donc les gens viennent des 4 coins du monde pour voir le Rav. Il y a des milliardaires aux États-Unis qui viennent 2 heures, ils mettent leur jet privé à Ben Gurion, ils vont voir leur frère Kanevski, ils repartent, tac, ils repartent. Écoutez bien, c'était très rapide. Je me suis arrêté et je me suis dit, pourquoi je vais passer ma vie à être celui qui a les questions et pas celui qui a les réponses? Pourquoi moi je vais être celui qui est dans les escaliers et pas celui qui donne la réponse aux gens? Je vais te voir. C'était aussi rapide que ça. Parce que je voulais du Hémet dans ma vie. Je voulais pas du Tménik. Je voulais pas un couple qui ressemble à rien, une famille qui ressemble à rien. Je voulais pas ça. Je voulais pas de ça. Je voulais une famille où on s'est investi, où dans notre couple on s'est investi, où avec nos enfants on s'est investi. On s'est investi et quand tu te donnes, et c'est vrai c'est pas facile, c'est vrai c'est l'inconfort, c'est vrai, moi je le dis, tout ce que je suis à l'heure actuelle, c'est Bisrout ma femme qui est là, il se présente. Tout ce que je suis, c'est Bisrout ma femme. Que ma femme, je me rappelle, je l'oublierai jamais, j'étais dans un kollel où le roche kollel ne pouvait pas me voir. J'imagine un peu l'ambiance, c'est-à-dire j'étais dans un kollel et le roche kollel ne peut pas te voir. Maintenant, moi, vous savez, je suis pas moi je suis le blond quand même, je sais pas, j'arrive à l'heure, je suis pas en train de fumer pendant 3 heures dehors, j'arrive à l'heure, je rends les trucs, les miliframines, les examens, les trucs, mais il m'aimait pas, je sais pas, il m'avait pas dans... Voilà. Et un jour, il m'humilie vraiment, il me fait une vraie humiliation, c'est-à-dire que la communauté dans laquelle maintenant il y avait le kollel, il me demande, est-ce que vous pouvez venir parler Shabbat? On voudrait vous inviter Shabbat. Et là, le Rav, il vient me voir et il me dit, regarde, si tu viens parler Shabbat ici, tu dégages. Comme ça, il me dit, le roche kollel. Ok. Donc je sais que la ville fait pas de moine, mais à ce point, c'est-à-dire quand même. Et donc moi je rentre chez moi et je partage mon expérience à ma femme. Et là, mais écoutez bien ce qu'elle me dit. C'est quelque chose de très simple, mais qui m'a transformé ma vie. Elle m'a dit, regarde, si c'est comme ça, regarde, on va faire quelque chose de très simple. À partir d'aujourd'hui, tu étudies ce que tu as envie d'étudier, tu ne retournes pas au kollel. Moi, je vais travailler. Et elle a commencé à postuler, etc., dans le Airbnb, etc. Elle a commencé à gérer des Airbnb à Tel Aviv. Elle a commencé à travailler pour que moi, je puisse avoir le calme et pouvoir travailler. Et de là est née toutes mes conférences. Mais quand maintenant tu t'es marié, pas dans un couple qui cherche du paraître, mais un couple qui s'investit, et c'est pas facile, et ça n'a pas été facile, mais s'investit l'un pour l'autre, l'amour, mais il est inimaginable. Moi, je vous le dis, ce soir, je ne pense pas qu'il existe un homme plus heureux sur cette planète que moi. Je pense pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu t'es investi, à partir du moment où tu t'es battu, et tu as voulu créer, c'est vrai, c'est pas facile, et je vous dis, Bémet, c'est pas facile. Mais quand tu as fait cet effort-là, pour chercher le Hémet dans ta vie, pour investir sur le Hémet dans ta vie, et parce que tu voulais un vrai Shalom Bayit, et parce que quand tu vois des enfants, tu veux des vrais enfants qui ont des vraies valeurs et qui sont là en train de te dire, papa, t'as prié pour le Mashiach aujourd'hui? Des enfants qui réfléchissent à ça, des enfants qui cherchent de la rouchaniout, qui sont pas en train de dire, papa, le téléphone, je veux voir Pokémon. À partir du moment où tu t'es investi, c'est pas facile, c'est vrai.
Parce qu'encore une fois, je vous répète, le bonheur de l'instant présent sera ta souffrance de demain. Moi, je vois des parents qui sont en train de me dire, mais Rav, et on a fait grandir des adolescents, maintenant ils sont à table, ils parlent pas, et voilà, c'est quoi cette guerre? Ils parlent pas, ils nous parlent même plus, alors qu'à Blaina, hein, avec les copines à table, ça parle, hein, avec les copines dans la chambre, ça parle, hein, mais nous, à table, ça parle pas. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, quand eux, ils avaient envie de parler, il y avait personne. Mais c'est pas facile quand ton enfant qui vient et te dit papa j'ai envie de te parler, papa je veux parler, etc. Et que toi tu dois t'arrêter, tu dois les écouter et tu fais ce temps-là, tu donnes ce temps-là. C'est bien plus facile de dire ah prends la tablette, vas-y. Oh. Prends la tablette et vas-y. Casse pas la tête, casse pas la tête. Parce qu'encore une fois c'est vrai, c'est la solution facile, c'est le bonheur de l'instant présent. Mais ce sera la souffrance après. Parce que tu as des enfants qui ne sont pas équilibrés, tu as des enfants qui ne sont pas posés, tu as des enfants qui ont plein de questions et qui n'ont pas de réponse, tu as des enfants qui devraient avoir des réponses qui sont évidentes, des armes qui sont évidentes pour la vie mais qui ne nous ont pas. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné de l'instant présent. Mais que maintenant c'est la souffrance de demain. Mais quand tu as pris ce temps-là de dire bah oui, au lieu de donner une tablette, c'est on les emmène à la guina, et c'est vrai, on passe du temps et on joue, et c'est vrai, on joue, enfin c'est vrai, c'est pas facile parce que tu as des responsabilités, parce que c'est vrai. Mais ce sera ton bonheur de demain. Ce sera ton bonheur de demain. Et ça, c'est le cadeau extraordinaire que nous a donné la Torah. Parce que Chazal nous ont avertis, et combien on est avertis, on doit être avertis dans notre génération, du paraître dans lequel on est, de l'imagination, de te faire croire que maintenant, tu vois la vie en 1 minute d'une personne sur Insta, elle a duré 1 minute la vidéo. Tu dis, waouh, eux, ils ont réussi leur vie. Attends, j'ai pas compris comment en une vidéo d'1 minute, t'as pu définir qu'ils ont réussi leur vie. Non mais c'est rien. Et là, tu dis, ouais, t'as vu, moi j'ai raté, ils sont à Dubaï, ils sont en train de nous faire coucou de Dubaï, donc eux ils ont... Mais t'en sais rien, ils sont déchirés dans l'avion, ils se parlent même pas, ils ont juste fait ça pour paraître. Et combien nous on doit faire attention à ça? Parce que la Torah nous a donné l'arme pour ça, Odul Hashem Kitov. Quand la Torah nous a donné la Torah Kedusha, quand Hashem nous a donné la Torah Kedusha, c'est parce que tout simplement, écoutez bien, je finirai avec cet exemple-là, très simple, je donnerai la parole à Biamin. C'est qu'une fois le Rav Yecheskel Levinstein, Mashgard de Yeshiva de Ponovitch, il est rentré chez lui, il a vu un mixeur à pied. Vous savez c'est quoi les mixeurs à pied? Un mixeur à bras, ou je sais pas, je vois les bras. Vous savez, pour faire les soupes. D'accord, donc c'est l'appareil ménager le plus simple d'utilisation. D'accord, tu as un moteur, tu as un bras, tu as un pied, et tu mets dans la prise, tu appuies, tu as un bouton, ça fait des soupes. D'accord, ça fait des soupes. Il rentre chez lui, il sort le moteur, il sort le pied. Et là, il sort la notice. Et il appelle sa femme. Il dit, ma chérie, tu as vu la taille de la notice pour un mixeur à pied? Il dit, s'il y a une notice pour un appareil ménager qui est aussi simple d'utilisation, alors j'ai une question. Pour la vie, il n'y a pas de notice? La notice, on l'a reçue. C'est la Torah Kedusha. Et c'est ce regard-là, et c'est ce pétard-là, cette ouverture-là qu'on doit ouvrir chaque jour un peu plus, chaque semaine un peu plus pour créer du émet dans l'apparence qu'on nous donne. Je vais conclure. En tous les cas, ce que je trouve très intéressant, c'est que Rav Gobert et moi, on a partagé des histoires qui sont communes, et il y a un élément qui revient. C'est ce dont je suis en train de vous parler. C'est que vous remarquez que Rav Gobert, il a fait tchouva, mais il y a des milliers de gens qui passent Rav Rajba, mais qui ne vont pas tchouva. Pourquoi est-ce que Rav Gobert, il a fait tchouva? Pourquoi est-ce que moi, je me suis fait happer par un truc d'embauche et que j'ai décidé d'envoyer mon CV, etc. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, il y en a qui vont s'engouffrer dans la nouvelle situation qu'il leur a proposée, et il y en a qui le font pas. Rav Gobert, il a donné la réponse, il a dit je cherchais le Hémet. Et c'est vrai que quand on est en recherche de choses, eh ben, le monde, il va s'animer en fonction des choses qu'on recherche, et donc je trouve que ça confirme bien ce qu'on a dit. Alors évidemment, c'est Hanouka, et donc je vais conclure sur Hanouka, chers amis. Je vais conclure sur Hanouka, et je vais vous poser une question. On a parlé longtemps, et je trouve que c'était une expérience merveilleuse de pouvoir faire cette conférence à deux. Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile? Ça veut dire que, ok, on a dit toutes ces choses-là, mais finalement, c'est difficile. Alors c'est vrai qu'on a eu des clés, et je trouve que c'était super riche et super intéressant. On a eu des clés, mais pourquoi c'est difficile? C'est lié à la lumière. Je vais vous poser une question. Dans la vie, d'où vient la peur?
Est-ce que la peur, c'est quelque chose qui est tout le temps en nous et qui est réveillé parce qu'on est stimulé, et donc cette peur, elle va se révéler. Mais en réalité, la peur nous habite tout le temps. On a tout le temps peur. On a peur de quoi? On a peur de son ombre, je ne sais pas. Mais on va donner la réponse tout de suite, mais on a tout le temps peur. Et donc, il y a des situations qui vont éveiller cette peur. Ou bien est-ce que non? On est cool, on vit bien dans la vie. Et il y a des situations qui vont nous faire peur. Un film, un chien, une belle-mère. Comment ça fonctionne? La réponse est la suivante. Alors, quel rapport avec la lumière? Je vais tout de suite faire le pont avec la peur du noir. Pourquoi est-ce qu'on a peur du noir? Ce qui est très intéressant, c'est que la lumière, elle nous permet de nous relier. C'est parce que la lumière, elle est allumée, et qu'on se voit, qu'on arrive à entrer en relation. Si maintenant j'éteins la lumière, est-ce que quelqu'un a déjà fait de la spéléologie dans cette salle? La spéléologie, c'est le fait de mettre un casque, vous savez, avec une truc et de descendre dans des grottes. Moi, je me rappelle, j'ai fait de la spéléologie quand j'étais plus jeune. Et d'ailleurs, c'était une fois, et c'était la dernière, parce que c'était traumatisant. On passait dans des petits tunnels. J'avais un pote qui faisait 200 kilos, il s'est coincé entre deux tunnels. Il m'a fait « Ah !» Et à un moment, je me suis demandé, je me suis dit, mais il n'y a pas des animaux, des chauves-souris, des trucs chelous. On était vraiment dans un petit passage avec de la boue. J'ai mon copain qui criait, je croyais qu'il était en train de tomber dans une falaise. Je me fais « Non !» Et en fait, il y avait 1 mètre. Mais il faisait tellement noir qu'on avait l'impression que c'était le truc du roi lion. Longue vie au roi. Et puis à un moment, il y a le moniteur qui s'appelait Cyril. Et le moniteur, je lui dis, mais c'est marrant, il n'y a pas de chauve-souris, il n'y a pas d'animaux. Il me fait, si, regarde, il y a un copain. J'avais la tête contre une paroi, je me retourne et il y avait une araignée énorme. Et lui, ça le faisait marrer. Il me fait, regarde, c'est un cavernicole. C'est un mot que j'ai compris en étant adulte. Et à un moment, il nous fait un petit exercice. J'ai l'impression qu'il n'y avait que lui qui s'amusait. Il nous fait un petit exercice et il nous dit, écoutez, on va s'amuser et on va éteindre la lumière. Et on a éteint la lumière. J'ai jamais eu autant peur de ma vie. Il faisait noir. Mais c'est pas le noir, genre j'éteins la lumière et je vois des ombres. C'est le noir. C'est le noir comme en Égypte. C'est un noir, t'as l'impression qu'il est vivant. T'as l'impression qu'il te prend comme ça. Et c'est pas pour te faire un câlin. Et le noir, il était là. Et je sens ce rocher terrible. Chazal nous explique, c'est très intéressant parce qu'il y a une définition de développement personnel. Qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on a peur du noir? Alors, je reviens à la lumière, pardon, j'ai fait une petite parenthèse, mais je reviens à la lumière. Mais la lumière, elle nous permet donc de créer du lien, donc on est tout le temps ensemble. Mais en réalité, on est constamment habité par la peur. La preuve, quand on éteint la lumière, la peur, elle revient. De quoi est-ce qu'on a peur? Vous savez de quoi est-ce qu'on a peur? On a peur de notre ombre, on a peur de nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on a peur de nous-mêmes? Parce qu'un homme, c'est grand. Parce qu'un homme, il a une neshama. Et en réalité, si on remonte au shoresh, à la racine, on a ce qu'on appelle la yira, la crainte du ciel, la yira de Shamaïm. C'est que l'homme, il est créé d'un endroit qui est tellement haut, qui est tellement grand, que l'homme, quand il se retrouve face à lui-même, ça lui donne le vertige, et ça se traduit par de la crainte, des angoisses et de la peur. C'est la raison pour laquelle il y a plein de choses qu'on ne fait pas, il y a plein de choses qu'on ne tente pas. Parce que souvent, on a l'impression qu'on a peur de rater. Mais cette définition, elle est très intéressante, on a peur de grandir. Parce qu'il y a quelque chose de tellement grand face à nous, qu'on a peur de rentrer. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, et je vais terminer par là. Vous remarquez qu'en hébreu, les mots yira, le mot yira qui veut dire la peur, il a les mêmes mots que le mot yira, c'est les mêmes lettres que quoi? Que re'ia et que re'aya. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je vois un truc, j'en ai la preuve, il est évident. S'il est évident, ça crée chez moi de la yira. Pourquoi ça crée de la yira? Parce que ça m'implique et ça me demande un engagement. C'est la raison pour laquelle, entre autres, on a beaucoup de retenue à faire les choses. Je trouve que c'est une définition qui est géniale. Et maintenant, j'aimerais conclure et vous donner vraiment des conseils pour résumer tout ce qu'on a dit, parce qu'il faut bien que vous vous rencontriez. Et j'aimerais bien que les filles et les garçons se parlent, puisque Alexandre, c'est fait pour ça. Et c'est pour ça que tu nous as embauchés pour faire le job. Oui? C'est pas que pour ça. D'abord, c'est aussi pour bouffer, j'imagine. Il y a de la charcuterie qui attend, ça fait 12 heures qu'on parle, elle a dû tourner depuis. Donc je termine. D'abord, il y a la Torah. D'abord, évidemment, il y a Rav Gobert. Et Rav Gobert est très sympathique. Je termine parce qu'il est 32 et il nous reste 1 minute. Je vais vous poser 3 questions. La première, en sortant de cette soirée, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire que je n'ai jamais fait? Qu'est-ce que je peux tenter que je n'ai jamais fait? Ça va vous ouvrir un pétard et vous ouvrir, Bezrat Hashem, des horizons nouveaux. La deuxième, c'est apprendre à découvrir des choses sur vous. C'est-à-dire que même quand je fais quelque chose, il y a un feedback. Ce qu'on appelle en français une rétroaction. C'est-à-dire que ça a un impact sur moi. Et ça développe des forces en moi. Notez ces forces. Une fois que vous avez fait ce pas, constatez la différence que ça fait entre avant et après. Et enfin,
comme on va commencer maintenant ce travail, et je nous souhaite de faire ce travail, préparez-vous cette nuit à passer la journée de demain. Et dites-vous, quelle tête j'ai envie que ma journée ait demain? Comment est-ce que j'ai envie que cette journée se passe? Je vais conclure par une phrase. Vous savez que le mot révolution et le mot évolution, c'est les mêmes lettres? C'est quoi la lettre qui manque? Parce qu'une évolution, pardon, c'est une révolution sans en avoir l'air. Merci beaucoup. Bobert.